Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Nous avons là déjà nos professionnels, j'ai envie de dire, les journalistes, enfin ceux qui donnent à cette émission toute cette envergure parce que cette semaine, l'actualité est assez dense. Bonsoir Philippe Cessio, ça va bien? Tu as vu que j'ai pas mis mettre, hein? Mais oui, tu fais des progrès. Bonjour à Mano et à tous les auditeurs et auditrices. Alors, rapproche peut-être un petit peu quand même le micro vers toi, s'il te plaît, oui. Oui, voilà. Bonjour Mano et bonsoir à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Merci beaucoup. Je profite pour dire à la communauté Facebook que nous sommes en direct actuellement, mais que l'émission passera dans la télé normale vendredi à 20h, dimanche, samedi à 18h et dimanche 10h. Et en plus, des fois en pleine nuit, nous repassons. Voilà. Bonsoir Michel, rédacteur en chef de Justice. Comment ça va? Bonsoir à toutes et à tous. Oui, ça va, très bien. Bon, nous avons repris un rythme, je dirais, un peu plus classique, mais néanmoins, nous continuons à publier, nous continuons à recevoir des messages d'hommage à Roman Nicolas. Et donc, mais Justice reprend un petit peu ses thématiques habituelles. Voilà. Bien. Bonsoir Charles Chamas, contributeur, c'est ça, pour le journal Le Progressiste. Le Progressiste du PPM, oui. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Zouk TV. Et bonsoir Mano, merci pour l'invitation. Voilà les candidats du PPM aux législatives. Alors, exact. Je voudrais te remercier parce que, enfin, depuis quelques mois, on n'avait pas la une, on ne pouvait pas présenter. Les gens auraient pu croire qu'on ne parlait que de Michel, mais c'est parce qu'on ne l'a pas eu. C'est-à-dire que la une, parfois, arrive un petit peu tard. Après l'émission. Donc ça n'est pas de la faute de Zouk TV, c'est... Voilà, parce qu'on croit que c'est volontaire, ce n'est pas du tout le cas. Très bien. Bonsoir Béatrice, ça va? Bonsoir. En pleine forme? Oui, ça va bien, merci Mano. Bonsoir souriante comme d'hab. Bonsoir à tous les chroniqueurs ici présents et bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de Zouk TV. Merci beaucoup. Alors je vous propose de commencer par vous présenter quelqu'un que vous avez déjà vu dans une émission Quoi de Neuf. Hein. Il fait partie des chroniqueurs aussi de cette émission Le Kiosque, mais il a sorti un excellent livre qui s'appelle Insulitude. Donc voilà, on regarde ça déjà. Voilà. Bon. Image, alors, excellent, je ne sais pas. C'est bizarre, il n'a pas de veste là. Ça n'avait pas remarqué. Oui. Bon, c'est une photo surprise. Excellent, je ne sais pas. Ouais, marqué Béatrice Bellé sous la photo. Excellent, je ne sais pas. On va laisser les lecteurs apprécier. Mais bon, tout écrit est une analyse et c'est vraiment très personnel. Donc, c'est une espèce de voyage introspectif. Donc, je ne vais pas me permettre de juger de la qualité de l'œuvre. On va laisser les personnes se faire leur propre opinion. Merci en tout cas. Oui, mais on va déjà avoir l'analyse de Philippe quand même. J'ai survolé. Et j'ai entendu Charles. Et je dois d'abord dire que c'est passionnant. Vraiment, l'antillais, le créole, dans tous ces mélanges, dans ces difficultés d'origine, ces cultures multiples, on s'y retrouve. Et Charles, je te dis, tu as fait un très très beau travail et je le recommande vivement à tous nos compatriotes. Moi, je me suis retrouvé dans ton histoire. Écoute, merci beaucoup. Effectivement, c'est en fait le pays qui est un laboratoire dans lequel tout le monde vit avec passion, avec fougue, avec fraternité, parfois avec colère, mais on vit ensemble. Et c'est ça le propre du créole, les multiples composantes qui constituent notre trame et puis avec lesquelles il faut faire, parce qu'on est condamné, c'est une petite île, on est à 1000 km² et voilà. Bien. Tu l'as pas alors, encore... j'ai parcouru très rapidement les quelques pages que j'ai... Et j'ai noté quelques... c'est un livre qui est fortement introspectif. Absolument. Hein? Ce sont des poèmes, il faut quand même comme le dire, des poèmes très courts. Et ce que j'ai noté aussi, c'est que les sujets sont tu t'attaques à des sujets très sensibles et qui vont faire réagir, mais qui sont nécessaires, parce que si nous voulons effectivement nous dépasser nous-mêmes et faire œuvre
j'allais dire, de rédemption. De rédemption, eh bien, je crois que nous devons passer par cette phase. Hein. Alors, bien entendu, nous allons signaler ce livre pour la prochaine édition du Journal de Justice, hein, parce que, effectivement, c'est extrêmement intéressant de permettre à un compatriote de se faire connaître qui s'attaque à un domaine extrêmement difficile, c'est la poésie. Bien. Ouais. Et je pense que nous aurons l'analyse de Béatrice la prochaine fois, parce qu'elle n'a peut-être pas eu le temps de... Oh non, mais elle peut parler sans lire. Hein. Après, on va dire que c'est moi qui ne suis pas gentille. Monsieur fait que de m'attaquer. Maître, s'il vous plaît. Voilà, je fais que de me défendre. Je fais que ça. Oui. C'est presque un missile de Poutine. Mais alors, non, mais pour tout dire, j'avais déjà dit à Charles que j'étais impatiente d'avoir le livre physiquement, puisque quand il m'a envoyé la couverture et la dernière de couverture, et que j'ai lu ce qu'il y écrivait, j'ai dit tiens, ça suscite ma curiosité et je vais prendre plaisir naturellement ces prochains jours. Et peut-être même en une journée à tout finir. J'ai le week-end. Voilà. Alors on signale aux téléspectateurs qu'il est déjà en vente, Charles. Oui, enfin en principe dans les librairies. Dans les librairies. Voilà. Pour la modique somme de 10 euros. 10 euros, hein, oui, tout à fait. C'est vraiment un cadeau que tu fais à tout le monde. Hein. C'est à compte d'auteur, c'est ce qu'on dit lorsqu'on... Absolument. Oui. Ouais. À compte d'auteur, oui. D'accord. Et mais tu ne penses pas faire fortune avec ça? Ah non, alors... Ouais. Mais ce n'est pas le but. Tu es courageux. C'est pas le but. C'est une sorte de démarche cathartique aussi. Hein. Quand on écrit, ça fait du bien. C'est le terme que je cherche. Voilà. Cathartique. Voilà. Introspection aussi. Absolument. Voilà. Ça fait du bien d'écrire. Oui. Ça empêche de casser. Et puis ça laisse aussi une trace parfois de certains de nos tourments. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, nous avons effectivement beaucoup de choses. Encore, ce qu'on pourrait dire, on commencera par l'université, puisqu'il y a un nouveau président de l'université des Antilles. Alors, l'ancien était guadeloupéen. Je n'ai strictement rien contre les Guadeloupéens. Il ne faut pas qu'on utilise ce que je vais dire dans un autre cadre que, comme je le dis. Est-ce que ce n'était pas prévu qu'une fois la Guadeloupe, une fois la Martinique, une fois la Guadeloupe, une fois la Martinique? Je pense que Charles devrait, puisqu'il a participé. Moi, je ne monopolise pas la parole, n'est-ce pas? Et je voudrais que Charles parle un peu, puisqu'il a participé. Oui, j'ai participé à l'élection en tant que représentant. Voilà. En tant que représentant, là, c'était l'élection. Bon, ça s'est très bien passé. C'est une élection qui était tout à fait démocratique. Bon, le candidat guadeloupéen a recueilli la majorité des suffrages. Et effectivement, dans les préambules des statuts de l'université, il y avait de prévu une alternance. Et l'année dernière, cette alternance a été supprimée. Bon, maintenant, je ne ferai pas de commentaires, hein, puisque moi je souhaite plein succès à la nouvelle équipe. Je les ai rencontrés. La vice-présidente de l'université du pôle Guadeloupe est une Martiniquaise. Et donc, je crois très sincèrement que les problèmes qui se posent à l'université sont de plusieurs ordres, mais je voudrais quand même témoigner de 2 ou 3 aspects que j'ai appris lors de mon court séjour, ma courte journée à Guadeloupe. On ne sait pas qu'il y a des difficultés de la sorte. Il y a une étudiante de Basse-Pointe qui s'est arrivée à 4 heures du matin, et qui est arrivée pour un examen à 9 heures, est arrivée en retard. Et elle devait passer à 9h30, est arrivée à 11h. Alors le professeur, le maître de conf, qui faisait passer l'examen, a accepté quand même de la recevoir et de l'auditionner, puisque c'était un oral. Mais est-ce qu'on a peine à imaginer que Basse-Pointe-Chelcher, ça représente quasiment 5 heures de trajet, dans la mesure où il n'y a pas de transport en commun. Et donc l'équipe en place, l'un de ceux-là m'a signalé cette difficulté-là. Parfois, il n'y a pas d'eau. Et les étudiants descendent dans la petite boutique en bas du monde de l'université, récupérer des packs d'eau pour se doucher avec des packs d'eau. On imagine un petit peu l'expédition. Remonter avec un pack d'eau qui fait près de 8 kilos pour une jeune femme. Dans la résidence du Crous. Dans la résidence, voilà, du Crous. Ou alors, l'absence de trottoir sur une route fait que quand il pleut, c'est un drame, parce que, ou alors on marche dans la gadoue, ou alors quand on marche au bord de la route et qu'une voiture vous éclabousse, vous êtes mouillé et on est trempé. Et ce sont des problèmes auxquels on ne pense pas, mais qui se posent concrètement. Et donc, ils m'ont exposé ça parce qu'ils ont écouté les doléances des étudiants et
ils ont fermement l'intention de s'attaquer. Alors je ne vais pas parler de la déclaration, du propos liminaire de la candidature, puisque bon, c'était une profession de foi fort honorable, comme les deux équipes l'ont fait. Mais je voulais insister sur ces aspects matériels et concrets qui rendent la vie d'un étudiant pénible. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant. Vous avez tous été étudiants, vous avez connu ça à l'époque où vous étiez... Oui. Oui. D'ailleurs, j'ai eu un charmant professeur, le professeur Saint-Cyr, en tout cas qui était président à l'époque de l'Université de droit et d'économie. Mais c'était un visiose. C'était au siècle dernier. Tout à fait. Comme quoi, le temps a moins d'effet sur les uns que sur les autres. C'était un visiose. C'était l'époque de visiose, là, près de chez le notaire. Non, tu étais sur le campus, après 77. À l'époque de l'UAG, oui. 1977, d'accord. D'accord. Enfin, voilà. Et à ton époque aussi, tu allais, Charles Delot? Charles dit on n'y pense pas, bien sûr que si, on y pense. Alors, moi, pour avoir par ailleurs travaillé dans les questions de mobilité depuis longtemps, le transport public, on a eu à mettre en place des transports publics scolaires au Conseil général ou à l'Espace Sud. Et l'une des choses, en tout cas à l'Espace Sud, par exemple, que le président voulait favoriser absolument, c'était la diminution des temps de trajet. Parce qu'on peut avoir un service qui n'est pas cher, parce qu'il dessert beaucoup de points, sauf qu'en effet, ça oblige même sur un territoire, par exemple, comme le Sud, les enfants à se lever très tôt pour arriver à 7h30, sachant aussi que tout le monde converge au même moment, au même endroit. Donc les parents partent travailler, les enfants doivent être déposés à l'école et les bus, puisqu'il n'y a pas de voie réservée au transport en général, partout, on arrive à ça. Et à l'époque du Conseil général, on avait déjà ces cas-là d'enfants dont les services commençaient à 5h du matin et qui arrivaient à 7h30. Donc quand le service commence à 5h, ça veut dire que vous êtes probablement réveillé à 4h pour prendre le petit déjeuner. Enfin, moi, j'ai toujours été interpellée par la qualité, du coup, de la capacité de ces enfants à se concentrer pendant les cours. Quand vous avez déjà 1h30 de transport le matin, 1h30 le soir, plus le trajet, ça fait beaucoup. Alors, mais Mano, tu as vu qu'elle a glissé pour prendre la parole. Donc, j'avais cité la parole à Charles. Bon, j'ai levé la main quand non, Charles pour revenir à l'alternance, c'est un problème important, celui de l'alternance, les transports aussi. Mais effectivement, c'est une règle qui a été appliquée le plus souvent possible. Il y avait des accords entre les pays. Il y a une époque où il n'y avait qu'un seul candidat qui se présentait après accord. Bon, les choses ont évolué. Il apparaît que l'alternance, effectivement, si tu l'écris, tu vas à l'encontre du principe de la liberté du vote, ça pose des problèmes juridiques. Mais je pense qu'il vaudrait mieux, dans la mesure où il y a deux pôles, qu'il y ait effectivement un gentleman agreement, n'est-ce pas, pour partager la présidence, la faire tourner. Bon, mais les élections se sont déroulées convenablement. Il y a une nouvelle équipe. Je plaiderai pour l'apaisement et je pense qu'on ira dans l'apaisement. Michel Geoffroy est un grand universitaire. Il connaît bien l'université, il connaît bien les territoires. Et moi, je pense que nous irons, n'est-ce pas, dans une sérénité retrouvée. S'agissant des étudiants, oui. Effectivement, il y a des problèmes relatifs à leur situation. Et le problème du transport en est un, mais il y a un autre problème, c'est le problème de sécurité, parce que j'ai connu des problèmes malheureux, moi, d'étudiantes. Bon, je ne vais pas revenir sur l'affaire Selaï, Marie-Hélène Selaï, mais il y a l'éclairage entre Schellcher et le campus, mais toute la zone derrière qui va sur Cluny, les étudiants y vont souvent au restaurant, acheter des denrées, et ce n'est pas éclairé. Oui, il y a un problème sérieux. Et c'est en plus une zone accidentogène. J'insiste sur ce point-là, parce qu'il faudrait qu'on arrive à éclairer
toute cette zone est extrêmement dangereuse. Elle est effectivement accidentogène. Il y a eu beaucoup d'accidents de voiture. Oui, mais je lui laisse la parole tout de suite. C'est de la compétence de qui, ça, l'éclairage Je pense que c'est la compétence des communes. C'est la commune. Mais on est à la limite entre deux communes, là. Non, on est sur Schellcher. On est sur Schellcher. On est sur Schellcher. D'accord. Alors, il y a un autre sujet concernant, puisque tu parlais de l'heure. Non, mais excuse-moi, juste parce que je ne sais pas si les gens voient... Je suis toujours sur les étudiants. Oui, mais je ne sais pas si les gens voient ce dont le professeur parle. C'est ce fameux toboggan, là, où on a vu plein d'accidents. Quand on sort de Ravine-Touza, en fait. Ah, derrière, voilà, c'est là. Oui, et en fait, il y a voilà. Et donc là, il y a beaucoup d'étudiants qui prennent le toboggan pour aller jusqu'à Cluny. Et en fait, il y a déjà beaucoup de voitures, même pour les voitures, c'est dangereux, parce que c'est pas éclairé. Il y a des maisons, notamment quand on sort de l'université. Les maisons qui sont sur la gauche se sont souvent retrouvées avec des voitures encastrées dans le sens... Dans le sens Schellcher, Cluny. Et je voudrais saluer le travail qu'avait fait le Conseil général à l'époque, effectivement, pour organiser le transport à destination du campus de Schellcher. Les efforts qui ont été faits sur Lens-Madame. Concernant les horaires, il y a quelque chose aussi qui m'avait interpellé. Est-ce qu'on ne pourrait pas décaler l'heure où on fait passer les examens en France et ici ? Parce que l'heure à laquelle on démarre un examen, on est obligé de passer l'examen à la même heure. En fait. Non, tu as deux problèmes. Et s'agissant des examens, on a l'autonomie de en fait, je parle pas d'examen. Tu parles des concours. Tu parles des concours. Oui, alors là, le problème est beaucoup plus délicat, effectivement. Parce que là, les gens doivent se lever, je crois, à 3 à 4 heures du matin. Excusez-moi, je crois que ça a changé en grande partie. Pour beaucoup de concours, ça a changé, parce que ça a obligé beaucoup d'élèves, beaucoup de concourants, à se lever à 3 heures ou 4 heures. Et il me semble qu'il y a eu la possibilité d'avoir des sujets différents. Ça a changé, c'est tant mieux. On change les horaires, on connaît ça avec le CNAM, on change parfois les horaires, on essaie de créer des cycles il n'y a plus tellement d'examens à 4 heures du matin, enfin de concours à 4 heures du matin. Il y a quand même à des heures assez c'est difficile. Oui, assez difficile. Assez tôt le matin. Et donc l'IMFPA, que je préside, donc, organise à l'hôtel-école l'accueil de tous les étudiants qui préparent ces concours-là. Et donc ils sont là, ils dorment là, ils sont en restauration, et puis ils vont composer. Et donc les choses sont parfaitement encadrées de manière à pouvoir bénéficier donc d'une surveillance, mais effectivement ne pas se réveiller à une heure indue. On ne peut pas demander à un étudiant d'aller composer à 2h du matin. 2h, 3h du matin. Voilà, c'est pas possible. Donc on leur permet un petit décalage horaire, sachant qu'ils sont encadrés et qu'il n'y a aucun risque de fuite concernant les sujets et le risque de communiquer avec l'extérieur. D'accord. Michel, quelque chose sur cette partie de... Non, je me range à l'avis de Philippe Saint-Cyr. Il faut aller dans le sens de l'apaisement, et entendu quand même qu'il faut respecter quand même l'équilibre entre les deux pôles. Nous avons besoin, les deux territoires ont besoin d'un enseignement supérieur de qualité. Et bon, je dirais en tant qu'économiste, le niveau de développement de notre pays dépend en grande partie de la qualité des hommes que nous allons produire. On l'a autour de nous, on voit bien que je prends un pays que nous prenons souvent comme référence, Cuba. Le niveau d'éducation d'un pays lui permet d'aller de l'avant. Comment peut-on imaginer qu'un petit pays comme Cuba, qui s'est lancé dans la biotechnologie il y a 20 ans, 25 ans, sous l'impulsion de son président, aujourd'hui est capable de présenter 2 vaccins à l'approbation de l'OMS. Donc la matière grise, c'est aussi le capital humain, pour parler comme les néolibéraux, le capital humain dans un pays comme la Martinique est extrêmement important. C'est pour ça que ça nécessite de la part de tous, à la fois un esprit d'ouverture, mais une grande vigilance. Alors, coupure tournante d'eau, un problème de sécheresse. Alors, ça m'a un petit peu rappelé la Guadeloupe, d'ailleurs, lorsque j'ai vu ça, parce que la Guadeloupe vit perpétuellement ces histoires
de couper autour de notre dos. Et là, oui, Michel, c'est pas vrai? Si? Non, je te laisse. Ah, tu te prépares, je te vois venir. Je ne veux pas je ris déjà. Oui. Alors, enfin bon, on va attendre ce que tu vas dire sur ça, mais c'est vrai un problème de sécheresse, parce qu'on voit bien que ces jours-ci, les arbres, les feuilles, on voit bien que la sécheresse est là. Hein. Et voilà, il manque de l'eau. Alors, les fameux tuyaux là qui partent de là-haut, ils sont peut-être pas encore installés, j'en sais rien. Hein. Je ne sais pas si on a eu le temps de revoir le stock d'eau. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose pour expliquer ça? Mais n'empêche que c'est quand même un problème. Les chantiers sont en cours. Je n'ai pas le point précis sur l'avancée des chantiers. Ils sont en cours, mais pardon de le dire, mais les coupures. Enfin, j'ai eu une coupure une journée. Ça ne ressemble pas avec ce que j'ai vécu il y a de cela 2 ans, 1 an, où c'était 4-5 jours d'affilée. Bon, je ne vais pas. Sauf que c'est toi. Parce qu'il y a des gens, en ce moment, qui sont restés, oui. D'accord. D'ailleurs, il y a eu un coup de gueule ce matin d'une dame qui expliquait qu'elle a eu, que ça fait 3 jours qu'elle n'a pas une goutte d'eau. Les étudiants, n'oublions pas, aussi ont fait valoir le fait qu'ils n'avaient pas d'eau. Enfin, plus d'une journée, ça devient très compliqué, en période Covid, par ailleurs. Oui. Non, mais bon, il faut quand même noter quand même que les difficultés sont concentrées sur le territoire de la CACEM, hein, donc au-dessus. Bon. Alors, petite remarque quand même qui me fait ironique. Toute l'année dernière, on a voulu nous faire croire que que le problème de la Martinique, c'était Séguineau. Et on a même eu droit à une conférence de presse pour attaquer en justice le président du conseil exécutif. Bon. Aujourd'hui, j'ai lu avec grande attention dans le quotidien Françanti, un article bien documenté, qui analyse tous les aspects du problème. Il analyse l'aspect institutionnel, c'est-à-dire le fait qu'il y a plusieurs décideurs, qu'il y a une régie sur le centre, mais qu'il y a des délégations de services publics dans le nord et dans le sud, délégations de services publics qui ont été confiées à une société qui est une multinationale. Non, mais sur ça, tout le monde est d'accord qu'il faut un truc unique pour l'eau. Hein. Bon, mais ce que je veux dire, voilà, je vais terminer là-dessus, c'est que l'article montre tous les facteurs qui expliquent. Alors, bien sûr, la sécheresse est un facteur supplémentaire. Le déficit en pluviométrie que nous avons eu les mois précédents ajoute aux difficultés. Mais le problème, c'est on a 50% de fuite dans les réseaux. Aussi. On n'a pas de surpresseur. On n'a pas suffisamment de moyens de stockage de l'eau. Par conséquent, et c'est un coût considérable. Bon, voici un exemple. Le coût de la mise à niveau du réseau d'eau, c'est 600 millions d'euros. C'est hors de portée d'une collectivité comme la CTM. Bien. Voilà. Bien, Brice. Alors, sur l'histoire... On peut raconter tout ce qu'on veut. On peut raconter tout ce qu'on veut, et c'est surtout qu'il faut raconter les choses un peu à leur genèse. La difficulté que nous avons sur les réseaux d'eau, c'est qu'au moment, il y a un adage très utilisé dans les collectivités qui dit « l'eau paye l'eau ». Bon. Oui. En fait, c'est au moment où l'État a décidé de déléguer la gestion de l'eau aux communes, puis les communes aux communautés d'agglomération, puis après dans des syndicats, l'État avait fait l'essentiel sur le territoire continental des infrastructures en matière d'eau. Donc de belles infrastructures qui étaient solides et qui avaient vocation en plus à être adaptées au territoire et au climat occidental. Lorsque l'État a dit ça en France hexagonale, nous avions, déjà 50 ans de retard sur les réseaux d'eau. Il ne faut pas oublier que l'eau courante n'est pas arrivée, est arrivée quasiment partout en Martinique dans les années 80, au mieux. Bon, donc au moment où on dit... C'est l'ancien maire de Rivière-Salée, M. Elisabeth, je crois. Non, c'est pas ça. Mais... Alphonse Jean-Joseph. Pardon. Ah oui, je confonds. Tuyau, château, d'eau. Voilà. Alors,
Et c'est lui qui avait fait tout le travail à l'époque. Oui, absolument. Oui. Mais au-delà du travail, c'est pas tant le travail. C'est ce qui est le plus intéressant quand même, c'est de se dire, parce qu'on peut se taper dessus et ne pas s'aimer. À ce moment-là, on dit l'eau paye l'eau. C'est-à-dire qu'on dit aussi aux Martiniquais, au moment où les réseaux d'eau sont confiés à leur commune, on leur dit vous allez payer désormais la gestion de vos infrastructures. Donc la gestion de la construction aussi des réseaux, qui pourtant avait été payée par l'État en France hexagonale. Donc naturellement, la dépense qui devait être engagée était importante. Et nous avons aujourd'hui, notamment sur Fort-de-France, Michel en parlait, un réseau qui a plus de 50 ans et dont en effet l'efficacité est à peine de 50%. C'est-à-dire qu'on injecte 100 litres d'eau, il y en a à peine 50 qui arrivent dans les tuyaux. C'est beaucoup mieux dans le sud puisqu'on est à une efficacité de environ 83%. Donc on injecte 100 litres, on a 83 litres qui arrivent dans les tuyaux. Alors autre chose, et ça c'est très important aussi que les gens comprennent, oui, les réseaux d'eau, les infrastructures, c'est du BTP, c'est du génie civil, ça coûte très cher. Et la difficulté que nous avons, même si nous avons pu bénéficier de fonds européens, c'est également que les fonds européens ne participent pas à des cofinancements à partir du moment où l'État ne participe pas. Donc à l'époque d'ailleurs, Ségolène Royal, ministre de l'Environnement et de l'écologie, décide d'injecter. Alors pour la Martinique, il me semble que c'était une assiette de 120 millions d'euros pour dire quoi ? Pour dire, je donne 120 millions d'euros. Si on pose 120 millions d'euros en Martinique sur la table, ça veut dire qu'on peut au moins avoir 2 fois cette somme venant de l'Europe et 1 fois cette somme venant de la CTM. Malheureusement, rien n'a été fait et donc cette manne financière qui avait été posée sur la table n'a pas été utilisée. Mais 450 000 millions d'euros pour tout le réseau, il est clair que c'est insoutenable. Tout le monde aura beau faire beaucoup de promesses, ça risque d'être insoutenable. Alors, mais il y a quand même une autre question sur tout ça, parce que lorsqu'on nous envoie la facture d'eau, apparemment, je crois qu'il y a une infime partie quand même qui est prélevée. Tout à fait. Pour justement ça, reconstruire le réseau. L'entretien. C'est l'entretien. Où passe cet argent ? Bon, alors, ça, c'est encore un autre problème. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire que nous payons déjà quelque chose depuis non, excusez-moi l'expression, et on n'a pas le résultat escompté. Alors, il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui date peut-être de 3 ans, peut-être que tu en as entendu parler. Je l'ai lu. Qui pointe le fait que les fermiers n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Je parle de la SME. Donc, par conséquent, il y a dans cette affaire un véritable scandale. C'est que, effectivement, comme tu le dis là, les Martiniquais ont payé dans leur facture l'entretien et la rénovation des réseaux d'eau. Et à l'heure actuelle, ça n'a pas été fait. Voilà. Bon, voilà. Donc, mais c'est pas seulement les fermiers. Hein. Oui, quand on délègue un service public, on a une obligation, c'est du contrôle analogue. C'est-à-dire que la collectivité qui confie doit contrôler, la confiance n'exclut pas le contrôle, doit contrôler, d'accord ? Donc ça veut dire aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont fermé les yeux sur l'usage de l'argent public dans les services délégués. Maître Saint-Cyr va peut-être nous éclairer. Il y a des gens qui ont fermé les yeux, mais il y a des gens aussi à certains postes qui ne comprenaient pas grand-chose à toute cette histoire-là. Et je ne veux pas donner de nom là. Tu veux dire qu'ils étaient incompétents ? On peut penser ça, mais ce sont des gens de l'association du Sud. J'ai fait plusieurs émissions avec eux et qui me disent qu'ils vont pas, je ne vais pas nommer les gens, mais on leur faisait comprendre, heureusement que vous prenez ce problème-là à bois le corps aussi, parce que nous ne pouvons pas comprendre rien en ça, et il faut qu'on essaie d'éclaircir, donc c'est quand même un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Une remarque générale, j'ai l'âge pour le dire, mais enfin, on n'arrive pas à gérer les déchets, on n'arrive pas à gérer l'eau, quand même. Non. Alors, pour revenir, oui, là, il faut mettre de l'ordre, il faut structurer et organiser. Et j'aurais à dire aussi, tout à l'heure, comme sur la formation, lorsqu'on va... Parce qu'il faut qu'on arrive dans ce petit pays à avoir des projets de développement et voir les modalités d'application. Alors maintenant, chacun travaille dans son petit jardin, dans son précaré, sans s'occuper de ce que fait l'autre, et ce qui fait qu'on n'a jamais de vision globale et générale. Et je le regrette. Oui, mais pour un peu d'histoire, tu as parlé d'Alphonse Joseph. Effectivement, c'est Alphonse Joseph, maire de Rivière-Salée et président du conseil général à l'époque,
qui avait effectivement fait en sorte, n'est-ce pas, que le Sud puisse avoir de l'eau. Oui. Hein, et ça a été un gros travail, mais malheureusement, il a eu quelques difficultés, puisque tu parlais, de compétences. Il y a souvent, chez certains de nos compatriotes, si tu veux, la non-connaissance, la non-compétence pour avoir l'intuition de ce qu'il faut, de ce qu'il ne faut pas faire. Et effectivement, Alphonse Joseph avait aussi une entreprise, et qui vendait des tuyaux. Et bon, il y a eu un problème, mais il a été acquitté. Oui. Il a été acquitté, mais je veux saluer son travail. D'ailleurs, à l'époque, souvenez-vous, on faisait des réserves d'eau, il y avait des mares, ok. Et là, on faisait des réserves d'eau pour alimenter le bétail, ok. Alors, je voulais simplement rappeler cette histoire, mais je reviens sur... Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où ça peut aller, ce problème de formation de nos hommes, du développement. Ça peut aller très loin. Il y a des gens qui sont fort honnêtes, mais ils ne connaissent pas les règles juridiques. Et ils peuvent connaître des difficultés extrêmement... Je prends un exemple, juste, je t'enlève la parole quelques minutes, madame. J'étais président... Mano, tu peux lui dire d'arrêter de m'embêter, de me taquiner, parce qu'après les gens vont venir te voir quand je vais lui répondre, et puis on va me dire que je respecte n'as pas la parole. C'est pas politesse, c'est la politesse. Il te dit qu'il t'enlève quelques minutes de parole, c'est la politesse. Voilà. Donc, j'étais président d'université. Vous êtes complice, hein. Et on avait 3 sites, Guadeloupe, Martinique. Et les étudiants payaient leurs droits, ok ? Et il fallait verser les droits, bien sûr, à compter. Ma secrétaire comptable vient me voir, mais là, nous sommes en Martinique aussi, mais est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir un compte pour recueillir les droits des étudiants ? Elle dit oui, bien sûr, pas de problème, on ouvre un compte. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Je m'en aperçois. Attends, au lieu d'ouvrir le compte au nom de l'agent comptable de l'université, elle ouvre le compte au nom du président de l'université des Antilles de la Guyane. Donc, tu vois, j'aurais pu, bien sûr, tu vois un peu ce à quoi ça peut conduire. Donc, je veux souligner cet aspect. Et j'ai plusieurs exemples de cette dimension-là. Alors, vous parlez des problèmes de l'ODICI, je ne connais pas. Les problèmes du syndicat, là, vous allez certainement parler, mais il y a effectivement là un problème important. J'en ai terminé. Alors, peut-être qu'aussi c'est... Alors, tu parlais de formation, la formation des élus aussi, parce que je prends le cas de Charles. Il est élu au conseil, à la CTM, et il est président, c'est ça ? De l'IMFP. Voilà. Mais s'il n'a peut-être pas, j'en sais rien, mais s'il n'a peut-être pas la formation idéale pour conduire cette fonction, il peut s'entourer de personnes connaissant. Au lieu de vouloir faire, ne sachant pas faire, il fait mal. Absolument. Moi, j'ai prononcé ton exemple, mais ça me dérange pas du tout. Général. C'est exactement ça. Bon, on a des compétences Il techniques. est déjà du domaine de la formation. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu soulèves un problème de fond. Pendant longtemps, c'est l'insuffisance de personnel formé dans les collectivités. C'est ça qu'on appelle le mal-développement, le sous-développement. Il ne suffit pas de plaquer une législation d'un pays avancé comme la France dans un pays sous-développé comme la Martinique pour que les choses avancent. D'une manière générale, on a une pyramide des personnels qui a été pendant longtemps une pyramide extrêmement vaste dans les catégories C et D et très peu dans les catégories de cadres et de cadres élevés, donc catégorie B et A. Ce n'est que depuis quelque temps et il a fallu beaucoup de temps, qu'on a pu doter les collectivités, les EPCI, l'EPCI, c'est-à-dire les établissements publics industriels et commerciaux. Les intercommunaux. Intercommunaux, bon, c'est-à-dire les communautés de communes de personnel de haut niveau. Bon, mais toute la période
de coopération intercommunale. Toute la période qui a permis d'arriver à cette situation où nous sommes en matière d'eau, ça a été aussi un des facteurs soulignés dans le fameux rapport que j'ai cité de la Chambre régionale des comptes. Il y a aussi, effectivement, l'insuffisance de personnel formé. Alors, le fait que le personnel formé venait de la multinationale en question. D'accord. Béatrice, tu fais partie d'une PCI, je crois. Oui. D'accord. Donc je ne vais pas parler de cette PCI puisque j'ai un devoir... Un devoir de réserve. Alors, pas de réserve, mais au moins de discrétion professionnelle. Mais... sur ce qui est, je connais bien les collectivités pour en avoir fait quelques-unes. J'ai été directrice des ressources humaines d'une mairie, j'ai été en charge des affaires juridiques au Conseil général sur les questions de la mobilité, du transport. Donc, j'ai fait quelques collectivités. Et j'ai plus de 20 ans d'expérience en collectivité. Je crois qu'il y a deux choses. Tu as parlé de la... Combien de temps Ça fait plus de 20 ans que je suis cadre de collectivité. On ne pense pas que tu travailles depuis 20 ans. Voilà, les jaloux, mais j'ai 30 ans de moins que vous, j'ai 30 ans de moins que vous, c'est pas grave. Mais on l'a interrompu. Bon, laissez non, il faut essayer présent. D'ailleurs, on a les rivières sont polluées. Ah bon? Voilà. Ah bon? Bon, elle a perdu. Tout ça, non, pas du tout. J'ai pas perdu mon fil. Non, mais je pense qu'il est très important de dire il y a deux choses. Je crois que ceux qui sont les plus expérimentés, pour ne pas dire ceux qui sont légèrement plus âgés que moi, le savent peut-être mieux. Mais il y a eu un temps aussi où être élu était considéré comme un facteur d'ascension sociale. Bon. Et donc un certain nombre d'élus qui accédaient à un certain type de responsabilité avaient bien souvent plus de responsabilités dans leur fonction d'élu qu'ils n'en avaient dans leur propre métier professionnel. Et du coup, ça leur donnait envie parfois de jouer les petits chefs dans les collectivités et finalement d'orienter la décision politique, parce que c'est des décisions politiques, dans des sens qui étaient déconseillés aussi par les techniciens. Ce que Michel a dit est très vrai. Il y avait par contre un taux d'encadrement qui était très faible, singulièrement dans les mairies. Mais c'était dû au caractère social souvent des recrutements qui étaient faits par les maires, social et népotique. Bon, il faut le dire aussi, on avait... Népotique, c'est-à-dire familiaux. Népotique, c'est familiaux, enfin, et à des fins souvent électoralistes. Il faut quand même le dire. On a embauché des membres de famille parce que c'était des grandes familles et que ça allait rapporter des voix. Et sans s'assurer qu'il y ait une quelconque compétence, c'est après avoir recruté la personne qu'on se demandait d'ailleurs où on allait la placer. Et puis, il y a, à mon sens, pourtant... beaucoup de compétences. Moi, j'ai vu énormément de compétences en Martinique. Ce que j'ai vu des archives que j'ai pu consulter sur l'action publique en général en Martinique m'a montré que dans des notes et tout ça, que depuis 40 ans, 50 ans, il y a énormément de compétences. Mais qu'il manquait peut-être aussi, à un moment, la croyance en ce que nous-mêmes, nous pouvons produire de l'expertise. Et même aujourd'hui, sur un certain nombre de points, et Maître Saint-Cyr, et je l'appelle Maître cette fois-ci pour une bonne raison, pourra éventuellement le confirmer. Même pour ce qui est de l'expertise juridique, d'accord ? Il est régulier que les collectivités fassent des appels à maîtrise, des AMO, ce qu'on appelle des appels à maîtrise d'ouvrage sur de la chose juridique, et qu'il y a qui moun France, il y a qu'à prendre. Alors que chez nous, on a de la compétence. Et moi, je pense, en toute sincérité, que nous avons eu du mal à nous faire confiance et que quand vous avez des grandes entreprises, comme celles que Michel a citées, qui ont une batterie d'avocats derrière eux, qui ont l'habitude d'écrire des choses entre les lignes, et que vous venez, et qu'on pense que, alors que vous avez fait vos études sur les mêmes bancs que les personnes qui vont être payées à 400 balles de l'heure, parce que c'est le prix qu'ils ont payé. Ok ? Nous, on n'est pas payé à 400 balles de l'heure, mais que vous dites à un élu, attention, là, vous savez, il y a peut-être une petite phrase sur laquelle il faut se méfier, ne signez pas le contrat. Eh bien, on vous dit que, mais non, mais notre AMO nous a dit que c'est bon, et on signe quand même. Et puis après, c'est qui doit gérer les difficultés ? Parce que les lutteurs de mode, en fait, s'il doit pas faire avant de signer, quoi. Et puis c'est tout. Il ne lit pas. Enfin, non, il a son
AMO. Il a son conseil à 400 balles de l'heure, mais il est persuadé que le Martiniquais, qui pourtant est parfois à son service et lui dit « Monsieur le Président, Monsieur le maire, faites attention, ça me semble délicat, il faut redemander des explications sur l'expertise », il est persuadé qu'il est moins fort que l'assistance à maîtrise d'ouvrage qu'il paye. C'est un défaut majeur, de n'avoir pas confiance, n'est-ce pas, en nous-mêmes. Okay, et j'ai plusieurs exemples de cela sur des questions que nous connaissons parfaitement. Nous sommes dans le bain, nous connaissons l'histoire, je ne nommerai personne, mais on fait appel à un cabinet parisien qui ne connaît rien. Alors, études superficielles avec des erreurs grossières, mais fantastiquement grossières, alors que sur place, nous avons les compétences pour gérer et expertiser largement. Nous connaissons à fond la question et le milieu et l'environnement et l'histoire et le vécu. Ouais, tu as parfaitement je rejoins tout ce qui a été dit. Parfois, l'expertise peut se faire même en visio. Je ne sais pas comment on peut faire une expertise en visio. Concernant les signatures, bon, aujourd'hui, la technologie facilite beaucoup parce que le parapheur est là, mais on l'a déjà lu à la maison. On a déjà reçu le document par mail et on regarde, on a le temps de lire le document. Je parle de lui, il a le temps de lire le document. Il a le temps de lever un petit peu les lièvres et les choses qu'il ne comprend pas trop. Bon, mais on parlait d'ingénierie tout à l'heure. Il y a l'ingénierie financière, l'ingénierie technique, mais aussi ce qu'on appelle la légistique. Michel, tout à l'heure, parlait de l'application des normes et des lois prises en France hexagonale qu'on applique localement. Il y a parfois nécessité de conformer ces lois-là à nos réalités territoriales et il faut pour cela une sorte de légistique, c'est-à-dire une étude avec opérationnalisation des textes pour permettre que ceux-ci correspondent aux réalités locales. Et ça, Béatrice disait que c'était de l'expertise. Effectivement, c'est de l'expertise, mais il faut accepter aussi de payer nos experts locaux au prix que on paie les experts étrangers. Quand on nous envoie des vrais experts. Voilà. Oui, Michel. Oui, je voudrais quand même... ce que vous dites est vrai. Il y a à ceci près. À ceci près, s'agissant de prestations dites intellectuelles. Bon. Il y a une législation du Code des marchés publics qui est extrêmement stricte. Cette législation, je sais que monsieur un tel architecte est capable de me donner un conseil intéressant. Mais je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit directement de passer un contrat. Je suis obligé de faire un appel d'offres. Et notamment un appel d'offres, y compris si c'est un ouvrage important, qui dépasse un certain montant, au niveau européen. Et là, vous allez avoir toutes sortes de cabinets, non seulement français, mais également belges, etc., qui vous ont présenté. Et vous avez beau mettre dans l'appel d'offres un certain nombre de critères, ce qu'on appelle un cahier des charges. Un cahier des charges. Qui décrit la prestation et comment on va juger, apprécier les offres. Bon. Et comme tu dis souvent, c'est par visioconférence en plus. C'est-à-dire que. J'ai déjà. Bon. C'est terrible. C'est terrible. Bon. Et le résultat, c'est que sur le papier, quand tu as fait les notes, ton cabinet local, il est classé derrière. Et si tu ne prends. Michel. Écoute-moi, je parle de choses que j'ai vécues. Oui, mais je parle aussi de choses que je connais. Je parle de choses que j'ai vécues. Non, mais c'est un appel d'offres. Non, mais Michel a dit un argument d'autorité. Moi aussi, j'ai vécu, je te dis que ça fait plus de 20 ans que je suis dans les collectivités. En tout cas, tu permets que je termine ma phrase quand même. Oui, naturellement. Ce que je veux dire, simplement, je n'ai pas dit que c'est dans tous les cas que ça se produit, mais ce que je veux dire, que quand même, que cette législation-là, sauf si vous voulez aller en prison pour délit, mais oui, de favoritisme, mais oui. Et ça, il y a une législation qui s'appelle, d'ailleurs, de ministre socialiste qui a perduré, qui est elle-même au niveau européen. Si tu ne respectes pas ces règles-là, eh bien, tu es le président de la commission d'appel d'offres, les membres de la commission d'appel d'offres, et y compris les techniciens qui ont participé à l'appel d'offres, peuvent être considérés comme des complices. Alors, une question, parce qu'à autre chose, est-ce que le saucissonnage est terminé? Parce qu'avant, on saucissonnait. On peut faire des lots.
peut faire des lots voilà, encore. Mais je tiens à dire, on ne parlait pas obligatoirement de la même chose. Michel parle de droit, et on n'a pas remis en cause le code des marchés publics, qui est très clair et qui s'impose à tout le monde. D'ailleurs, on espère bien... Par contre, il y a aussi, puisqu'on parlait de légistique, une façon de construire son appel d'offres. Par exemple, sur la chose intellectuelle, je suis désolée, si un élu a besoin d'une réponse, c'est-à-dire, mais pour des prestations intellectuelles, que le cabinet doit lui apporter une réponse dans les 2 heures, entre un créneau d'heure qui se trouve entre 8h et 19h heure locale, je suis désolée, la plupart des personnes qui sont capables de le faire sont des personnes qui sont dans le même fuseau horaire. C'est une façon pour toi également. Quand je parle de légistique, ce que je veux dire, c'est que l'équité également peut-être construisent en tout cas la faveur parfois de la connaissance, et souvent on le voit, il y a des assistances à maîtrise d'ouvrage qui se retrouvent dans l'obligation, parce que l'on construit cela dans le cahier des charges, de prendre également des prestataires locaux pour régir un certain nombre des choses qui sont demandées. Mais on n'est pas en train de dire, moi je pense qu'il faut rester, on n'est pas en train de dire il faut une préférence locale et on a tous les moyens de le faire. Ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a maintenant une concurrence qui est pas seulement, d'ailleurs tu as parlé de ça, mais c'est la concurrence quand on fait aujourd'hui des marchés publics, voire des délégations de services publics, elle est européenne. Tout à fait. Voilà. Et tu ne peux pas y échapper. Oui, donc je voudrais rebondir rapidement, saisir l'occasion de dire quelque chose, parce que tu as parlé de légistique, effectivement, au niveau de la fonction de député. Et là, il faudrait qu'on innove, nous, ultramarins, d'accord ? Nous avons des députés, effectivement, mais il faut qu'il y ait une veille qui se fasse et qu'on examine les textes qui sont proposés, et que l'on puisse étudier les conséquences de l'application de ces textes. Il n'y a pas encore cette veille d'organiser. Et moi, je pense qu'il faudrait faire un effort dans cette direction. En fait, tu sais, il y a la consultation des collectivités avant la sortie de texte, mais tu sais ce qui se passe, c'est que le texte, il doit être étudié en juin. Il est déjà voté. En juin, et en fait, c'est en juillet que... Oui, bien sûr. Voilà. Okay, Michel. Attends, ce que dit Philippe est exact. Les choses sont moins mal emmanchées que tu le penses. Tu me rassures. Bon, je pense... Nous avons quand même, parce que depuis la création de la région que tu as connue, puis la mutation qui s'est faite avec la CTM, à ce niveau-là. Bon. Et ce sont des dispositions d'ailleurs auxquelles je suis personnellement attaché, parce que pourquoi ? Ça faisait partie, après décembre 59, de la fameuse motion que Georges Gratien avait fait voter à l'unanimité par le Conseil général, qui était dirigé à l'époque, je crois, par Tertullien Robinel. Ah oui, Tertullien. Et qui bégayait. Ils n'ont pas connu ça. J'étais pas né. C'était le voisin de mon papa. Il habitait rue François Arago et mon papa, il était au 97 François Arago. Mon papa avait un magasin 99 François Arago. Mais il a raison. Ah oui, mon cas, j'ai ça. Ah oui, absolument. Alors, et ses filles. Tu as connu Tertullien ? J'ai connu Tertullien et ses filles étaient professeurs. Ah, c'est pour ça. Tout à fait. Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'il a connu Tertullien. C'était bien plus âgé que moi. Cette obligation de consulter les collectivités d'outre-mer sur les textes nationaux est née, puis après elle s'est perfectionnée avec la LOM, y compris dans, me semble-t-il, dans la Constitution elle-même. Hein. Bon. Donc, le problème, c'est que c'est progressivement qu'on a créé. Alors, il y a quand même, moi j'ai vécu ça, il y a eu des textes qu'on nous a proposés en tant qu'élus, et on avait tendance dans les collectifs, dans les commissions, à considérer que c'était du juridique et que ça n'avait pas d'incidence. Et il se trouve quand même que, et ce que dit Béatrice est vrai, que bien souvent, on faisait des études, des consultations juridiques importantes, et puis que souvent, au moment où la plénière se réunissait pour se prononcer, on apprenait que le texte était paru au journal officiel la veille. Eh bien, nous avons quand même, j'espère que... Mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, néanmoins,
nous avons quand même musclé ce service avec des juristes. Il y a des juristes quand même. Il y en a encore. Il y a des juristes bien armés à l'heure actuelle à CTM. D'ailleurs, en général, c'était une escouade de jeunes femmes aussi charmantes que compétentes. Bien. Et qui nous produisaient des avis intéressants. Et Michel, il faut qu'on passe à un autre sujet. Et pour terminer, je veux dire, parce que tu disais tout à l'heure qu'il faut avoir confiance en nous-mêmes. Oui. Bon. Oui. On a progressé. Alors, on n'est pas encore arrivé peut-être à l'excellence, mais le fait est, c'est qu'on est arrivé même à faire passer cette jurisprudence que pour qu'on ne puisse pas nous enlever cette capacité de se prononcer sur des textes qui nous sont appliqués, même quand le texte est déjà adopté au JO, on formulait un avis extrêmement circonstancié pour dire pourquoi pas, notamment pourquoi il était inapplicable à la Martinique. Bien. Ok, bon, on va passer à un sujet suivant. Monsieur Alfred Marie-Jeanne au tribunal. Donc ça relève de la non-déclaration, je crois, de son patrimoine. Une erreur de déclaration. Une erreur de déclaration. Il avait été, je crois, la première fois que c'est passé au tribunal, je crois, Maître Sensei, on va me corriger si c'est pas ça. On lui avait demandé, j'ai cru comprendre. Non, il y a une procédure de conciliation avant, d'accord. On nous demande une procédure le parquet, s'agissant de certaines infractions, si on reconnaît qu'il y a eu effectivement un délit, moyennant une amende. Et il a préféré aller au tribunal, je crois. Il a préféré, bien sûr, aller dans le tribunal. C'est pas le seul élu qui s'est trouvé dans cette circonstance et qui a voulu aller devant le tribunal. Et là, le procureur a requis, je crois. Non, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le procureur, lors de la négociation, enfin, de la conciliation qu'il pouvait y avoir, je crois qu'on était autour de 3 000 € d'amende. OK ? Et puis maintenant, le parquet requiert, alors, 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 € d'amende. 10 000 € d'amende et l'inéligibilité plus l'exécution provisoire. C'est-à-dire que s'il est condamné à l'inéligibilité, eh bien, même s'il on fait appel, n'est-ce pas, la décision va s'appliquer et il ne pourra pas se présenter aux élections législatives. Personnellement, je trouve ça curieux, c'est tout. Alors, oui. Je voulais réagir, effectivement, je ne connais pas le fond de dossier, ni quel est le montant du préjudice ou de l'omission. De l'omission, bon. Bon, j'ai pas le montant, en fait, je sais pas. Le montant, c'est de l'ordre de 180 000 €, je crois. Bon, ce que je sais, je préfère ne pas en parler, mais en fait, c'est quelque chose qui est relativement modeste, c'est de l'ordre d'un appartement, mais oui, quelque chose comme ça. Mais il y en a d'autres qui ont été condamnés pour des sommes moins élevées. Hein. Bon, alors, ce que je veux simplement dire, c'est l'inexécution provisoire. C'est ça. Ah oui, c'est là qu'on voit qu'il y a une volonté politique. Ah oui, il y a une volonté politique. Peut-être, attendez, n'oubliez pas que ça a été jugé en France. Vu l'âge de M. Marie-Jeanne, peut-être que les juges se sont dit qu'il va plus se présenter à aucune élection. Il n'est pas jugé, non, il n'a pas été condamné. Hein. Non, il n'est pas encore condamné. Non, j'ai dit, donc c'est la demande qui est faite. C'est ça. C'est la réquisition du procureur. Hein. On verra ce que le juge dit dans deux mois. Et le juge va décider. Il n'est pas condamné, attention. Hein. Alors, juste parler quand même du sujet sur lequel il est condamné. Alors, les élus ont désormais l'obligation d'une certaine transparence sur leur patrimoine. Moi, sur ça, je voulais intervenir, parce que même si c'est d'ailleurs les socialistes qui ont porté une partie de cette loi... Après une affaire... Après une affaire, oui, mais malgré tout. Non, mais je trouve que ça lève quand même quelque chose qui est de l'ordre, pour moi, du voyeurisme en matière de vie privée. C'est-à-dire que j'aurais préféré... Ça me paraîtrait bien plus légitime. C'est pas parce qu'on est un élu qu'on n'a pas droit à une vie privée. Et ça me paraîtrait bien plus légitime qu'ils aient cette obligation de déclaration, mais à une commission quelconque ou un organisme qui recueille et qui peut faire les contrôles de la réalité du patrimoine, mais qu'on fasse publicité. C'est-à-dire que ces déclarations sont visibles de tous. Bon, donc on va savoir si vous avez une maison au Touquet, si vous avez 50 000 € sur votre compte, ou 20 000 €, ou que 150 000 €, ce que je n'ai pas, parce que
Non, je taquine Michel, mais c'est quand même beaucoup, c'est une somme. Oh, tu n'as pas encore. Non, je n'ai pas. Encore jeune. Non, je suis malheureusement fonctionnaire, je n'aurai jamais tout ça. Bon, mais je pense aussi que ça, parfois, il y a eu du coup des petites, des choses qui ont été cachées, mais sincèrement, je ne trouve pas que ça soit obligatoirement très sain pour la vie politique, parce que il y a ceux qui vont se dire un bon élu, c'est celui qui n'a rien. Qui a le patrimoine le plus faible possible. Comme on va critiquer un élu éventuellement qui aurait du patrimoine en considérant qu'il est venu là pour s'enrichir. En tout cas, je n'aime pas trop cette mesure, mais par contre, je trouve ça important, et ça aurait été très important si ça existait avant, que l'on puisse contrôler la réalité des patrimoines. Charles ? Voilà. Quand je suis allé à l'IMFPA, j'ai donc fait une déclaration patrimoniale. Moi, ça ne me choque pas. On arrive, il faut prouver que pendant les 5-6 ans d'exercice de la présidence, on ne s'est pas enrichi. Donc on fait une déclaration à l'arrivée et puis on regarde ce qu'il y a eu au départ. En fait, personnellement, ça ne m'a pas choqué. Non, c'est pas la déclaration qui me dérange. C'est le fait que ça soit public. La publicité, d'accord. Voilà. Oui, moi, j'ai pas à savoir si tu as une maison à Sainte-Anne ou un machin. Par contre, il y a bien des organismes qui doivent pouvoir éventuellement contrôler si tu ne t'es pas enrichi, mais il m'importe de savoir si tu as un appartement à ton nom, que tu as payé. Mais c'est comme les 500 signatures finalement. Pardon ? Les 500 signatures pour être candidat. Parce que là, ça, c'est encore autre chose. Non, mais c'est ça... pas de la vie privée. Ça, c'est de la vraie vie publique. Mais il y a des élus qui ne veulent pas donner la signature parce que le président du département où ils sont leur font du chantage en leur disant vous n'aurez pas. Il y a près de 30. Non, mais attendez. Mais vous savez, on fait tout un foin. Il y a 36 000 communes minimum en France. D'accord ? Ce qui veut dire que d'ores et déjà, il y a 36 000, je parle que des maires, il y a 36 000 maires qui peuvent donner un parrainage. On n'a pas encore les conseillers généraux, on n'a pas encore les conseillers régionaux, on n'a pas encore les présidents d'agglo. Bon, alors ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire montre d'une certaine honnêteté. Il y a quand même beaucoup de marge de manœuvre pour obtenir ces signatures. Enfin, par contre, il y a beaucoup d'élus qui semblent être très réticents, ou quoi qu'il en soit, donner des parrainages. Il y a 36 000 maires, ne serait-ce que ça. Mais non, mais ils estiment... Alors, je ne sais pas, prenons le cas d'un élu qui aurait souhaité donner son parrainage au Front National, à Ségolène au Front National, à Le Pen, mais il n'a pas envie que les gens sachent qu'il a donné parce que déjà ses administrés peuvent lui faire des reproches et en plus le président de la collectivité où il est, on lui dit bon si tu fais ça, tu n'auras pas les trucs de... Non, il faut que ça soit su. Mais c'est vrai. Non, mais il faut que ça soit su, même si... Qu'est-ce que ça apporte ? Mais pourquoi ? Parce que c'est un mandat qui lui permet de donner un parrainage. C'est le fait qu'il représente le peuple et qu'il ait été élu pour ça. Donc ça, c'est une vraie démarche publique et il doit pouvoir assumer le choix de parrainer et donc de donner la possibilité à un candidat de se présenter. C'est pas juste un choix personnel. Il est lié moralement. Ben oui. Il est lié moralement à sa population. Et ce que je veux dire, Michel Branchi disait, ça fait chou, mais l'équipe au plan. C'est une expression qui est lourde de sens. Ah oui, elle est lourde. Elle est lourde de sens parce que, en fait, si ces candidats ne reçoivent pas de parrainage, ça veut dire qu'ils défendent des idées qui ne sont peut-être pas si défendables que cela. Et si il y a une manière de présenter les choses, alors bon, je sais bien que le Front républicain existe dans les suffrages, mais parfois il y a aussi des propos qui peuvent déranger, il y a des outrances verbales, il y a des positions qui peuvent être prises et qu'on considère comme n'étant pas légitimes dans un débat démocratique, et la personne qui n'obtient pas ses suffrages parce qu'elle est outrancière, parce qu'elle déborde, parce qu'elle dérape, eh bien elle doit assumer le fait de ne pas avoir le suffrage. Moi non mais l'engagement politique est aussi un engagement moral, un engagement éthique, et tout ça va ensemble. C'est pas simplement et puis c'est 500 signatures dans tant de départements différents. Hein. Bon, ça complique un petit peu les choses. Voilà. Alors en ce moment, par exemple, Le Pen, Zemmour, qui est encore, il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore de signatures. À l'inverse, Roussel, Taubira. 57. Il n'a pas. Alors, on va voir Grégory, M. Roussel, par exemple, qui est le candidat communiste. Lui, il a déjà 500 signatures.
Monsieur Lassalle a déjà ses 500 signatures. Donc lui, c'est Monsieur Roussel, le candidat de gauche qui monte un peu partout, même à droite apparemment. Hein. Je pensais que Michel allait nous emmener du champagne parce qu'il a déjà ses 500 signatures. Hein. Oui, et la mienne, j'ai fait une option pour la lui donner, mais je n'ai pas encore envoyé la mienne. Donc il y en aura 530. D'accord. Alors, on voit l'autre personne, s'il te plaît, Grégory. Monsieur Lassalle. Attends, Michel. Oui. Ce monsieur, bon, je le connais personnellement, enfin pas personnellement, je sais c'est qui. Oui. Mais combien de personnes effectivement connaissent monsieur Lassalle sur le territoire national un peu partout? Ah non, il a déjà été candidat. Oui, il a déjà été candidat, mais en plus. Avec sa façon de parler, il a fait une grève de la faim. Il a fait une grève de la faim. Il est député également. Il est actuellement député. Mais je suis un petit peu étonné. Depuis les orientales. Oui. Lui, il a déjà ses 500. Et je me demande comment des grands candidats. Eh ben parce qu'il allait dans les petites mairies. Mélenchon n'a pas encore 500 candidats, me semble-t-il. 500 signatures. Parrainage ou marrainage. Non, il ne les a pas encore. Il les a pas encore. Les grands candidats, c'est les grands candidats qui ont été sacrés grands candidats par les médias. Eh oui. Oui. C'est pas faux. Et le peuple n'a pas toujours raison. Dans cette campagne, il y a quand même une chose qui est quand même scandaleuse. C'est que on nous fait croire que le débat politique en France se passe entre Marine Le Pen, Zemmour et Macron. Et même pas Macron, puisqu'il n'est pas encore candidat. Mais Pécresse, coaché par Ciotti, c'est-à-dire un Front National embusqué aux Républicains. Bon, alors, les Français ne se rappellent pas de ce qui s'est passé dans la République de Weimar, en Allemagne. Nous sommes en face d'un phénomène extrêmement grave. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, mais ils sont tous pareils, bon, on coûte Le Pen. C'est ça que tu as exprimé tout à l'heure. Non. C'est grave. Ah bon. C'est grave. Parce que en réalité. Oui, il y a des gens qui disent ça. Oui, mais il a dit ce que j'ai dit. Non, c'est parce que tu as dit. C'est parce que tu as dit pour si quelqu'un veut donner sa voix à Marine. Ne veut pas qu'on sache. Ce que je veux dire par là, ce ne sont pas simples. D'abord, le mais Michel, ne sois pas étonné. Tu sais combien de voix que Marine Le Pen fait ici en Martinique? Mais justement. Trop. Ah bon. Eh bien justement. Et c'est pour ça que nous avons un devoir d'alerter les Martiniquais qu'il y a un danger pour des pays d'outre-mer, quelles que soient les tendances politiques. Il y a un danger à ce que la France se réveille avec un gouvernement, avec un président d'extrême droite. Le propos exact, c'est que les gens disent il vaut mieux un ennemi déclaré qu'un mauvais ami, un faux ami. L'ennemi déclaré, c'est Pascal Le Pen, et le faux ami, c'est l'autre candidat qui serait élu. Et donc ils disent on fout un coup de Le Pen pour provoquer, pour donner un coup de pied dans la fourmilière. Sauf que si ça se passe, les choses sont beaucoup plus graves. Et deuxième élément, pour préciser ce que Michel disait à propos de... C'était le SPD, le KPD, qui était au coude à coude en Allemagne et qui ne voulait pas s'allier pour des vétilles, pour des choses complètement... Le KPD était le Parti communiste, le SPD le Parti socialiste, et il ne voyait pas de danger chez Hitler. Eh bien, le Parti national socialiste des travailleurs allemands a gagné les élections législatives. Et quand Hitler est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a foutu un incendie dans le Reichstag, c'est-à-dire dans le Parlement allemand. Enfin, je veux dire, ce sont des choses... Il est plus ressorti. Voilà. Il se servi des moyens. Voilà, l'ego pour arriver... Démocratique. Voilà. Hein? Bon. Et c'est important ce que Michel dit, parce que ça dérape très vite. Il y a un élément très important qui ressemble à la situation actuelle. C'est que le Parti national socialiste, le parti d'Hitler, a mis dans son programme des éléments du programme du Parti communiste. Exactement comme Marine Le Pen met les éléments du programme du Parti communiste de la CGT dans son programme. Voilà. Bien. Alors, pour abuser les travailleurs. Pour embrouiller les gens. Pour embrouiller les gens, oui. Pour abuser les travailleurs. Alors, puisqu'on parle de Ségolène Royal, socialiste, c'est présidente à l'élection présidentielle, on va voir, s'il te plaît. Alors, pour Pécresse, enfin, on va parler de Ségolène Royal aussi, mais Pécresse, elle est critiquée de toutes parts pour son meeting. Non, mais c'est vrai, son meeting. Oui, oui, laissez-moi finir, s'il vous plaît, Madame Bellé. Mais t'as dit, n'est-ce pas? Donc je t'ai répondu oui. Ah, d'accord. Alors, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que le milieu politique a pris sa défense. Alors, si on peut voir le tweet, s'il te plaît, de la dame, la concurrente à Jadot, je crois, Grégory. Rousseau, Madame Rousseau. Et en plus, alors, Madame Rousseau qui dit par ordre chronologique, Sandrine Rousseau, une folle doublée d'une idiote.
Non, c'est ce que les gens disent de ces gens-là. Hein. Nous sommes d'accord. Oui, On dit de Sandrine Rousseau que c'est une folle doublée d'une idiote. Oui. D'Anne Hidalgo, il vaut mieux en rire tellement qu'elle est nulle. Sur Taubira, le vide intellectuel, où cette personne a quand même exagéré, doublé de négo. Pécresse, la nullité, l'inconséquence. Comment ça va, votre sexisme à vous? Alors là, franchement, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas tribun en allant faire le zénith qu'on peut dire qu'elle est nulle de chez nulle. Si elle a gagné la région 2 fois, elle a quand même un certain potentiel. Moi, je suis étonné de voir comment on tombe sur le dos de cette dame parce que peut-être qu'elle ne s'est pas arrivée sur le podium en levant les bras, Jean de Gaulle ou je ne sais pas qui. Mais voilà, je suis étonné par ça. Je peux? Oui, je t'en prie, Madame Bellet. Bon. Le tweet de Sandrine Rousseau dit quelque chose qui est que je vis, et parfois même d'ailleurs sur ce plateau, parce que vous vous mettez à plusieurs pour m'attaquer, et que vous êtes complices, même parfois, bien sûr. Voilà, tout de suite, oui, bien sûr. Bon, moi, je ne réponds pas. Bien sûr, mais vu que je me défends avec le sourire et avec beaucoup de bienveillance, je le dis avec calme, et ça arrive, et ça s'appelle d'ailleurs le mansplaining, c'est-à-dire cette certitude quand une femme prend la parole qu'elle en sait beaucoup moins certainement que les hommes qui sont en face. Bon, mais le tweet de Sandrine Rousseau dit surtout que les qualificatifs qui sont dans cette campagne utilisés pour les femmes sont évidemment très sévères, très disqualifiants intellectuellement, alors qu'on a affaire Pécresse, en effet, présidente mais ça n'est pas seulement à cause de son meeting, mais elle a été très loin dans son meeting. Hein. Bon, on peut parler du meeting. Elle était très, très, très loin, et puis en plus, elle a fait un jeu de comédie qui n'était pas terrible, et ses propres adhérents ont dit, femmes comme hommes, ont dit que c'était pas bon. Bon, le fond n'était pas bon. Voilà. Mais oui, mais on a eu d'autres circonstances. On n'a pas eu oui, mais on ne qualifie pas pourtant Zemmour qui fait aussi des parallèles totalement disgracieux, avec parfois autant de sévérité, de façon aussi collective. Bon, mais il est observé, nous l'observons aussi dans les associations féministes le font, les féministes le font. C'est pas les féministes machin, c'est des personnes qui étudient également le rapport homme-femme et ce que l'on peut qualifier, comment on qualifie des femmes parfois en politique. Et là, ce que Sandrine Rousseau dit, c'est que les femmes ont droit à des qualificatifs particulièrement durs. Donc il est temps qu'on ait une présidente à la tête du pays. Oui, mais il est temps surtout qu'on grandisse. Qu'on arrête. Si on lutte contre les discriminations, il faut lutter contre toutes les discriminations. Et ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle doit pouvoir accepter d'être qualifiée de nulle ou de vide sidéral. On n'arrive pas à ce niveau, malgré tout, de présentation dans un vide sidéral. Il y a en effet des mais personnes... c'est ce qui s'est passé aussi pour Ségolène Royal lorsqu'elle a été à la présidence. Oui, c'était encore... le Parti socialiste même Pas seulement, mais parce qu'on mais à l'époque on a dit la France n'est pas prête à avoir une femme présidente, et ça valait pour les femmes comme pour les hommes. On évolue de ce côté-là, mais c'est vrai que les propos sont parfois très durs. Alors Charles a demandé la parole avant toi, s'il veut bien s'exprimer. Je disais que Benoît Hamon aussi avait été attaqué pour des raisons qui ne sont pas liées à sa masculinité ou à sa féminité. Je veux dire, à partir du moment où il y a des critiques qui sont formulées à l'encontre d'un candidat, parfois c'est aussi pour le fond, comme disait Michel. Bien sûr, et dans le cas d'espèce, là, alors Sandrine Rousseau a retenu quelques saillies qui sont effectivement misogynes et que je regrette épouvantablement, mais je ne crois pas aujourd'hui que... Effectivement, il y a de la misogynie, mais je crois qu'aujourd'hui, la société a quand même progressé sur ce sujet-là. Et on a de plus en plus de candidats féminins, de candidates, qui sont de très bonne facture. Ségolène Royal. Heureusement d'ailleurs qu'on a mis la parité. Absolument. Qu'elles apparaissent. Non, mais pour les scrutins uninominaux aussi. Bon, on a une députée, Madame Manet, on a Madame Conconne qui est sénatrice. Enfin, je veux dire que il y a eu des progrès. Incontestablement. Effectivement, ils ne vont pas peut-être assez vite, mais il y en a. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de progrès, mais tu vois, précisément ce qui vient de se passer, Mano, d'accord, c'est contester, mais tout ce qui est fait dans les discriminations. C'est-à-dire que quand une femme dit « je suis victime de discrimination », on lui dit « écoutez, il y a des progrès ». Quand un noir dit « je suis victime de discrimination », on dit « ah mais non, il y a des progrès, il n'y a plus de discrimination ». Mais la réalité, c'est qu'elles existent.
Voilà. Et on ne parle pas du cas de Pécresse en particulier, mais le sexisme existe, aujourd'hui encore, malheureusement, et il ne faut pas relativiser le poids que ça engage dans la société. Alors, et si tu veux, un jour, nous allons avoir l'opportunité de je sais pas, discuter avec une Nadia Chonville, par exemple, qui alors, une question. travaille sur ces questions, des sociologues. Est-ce que le fait de passer par une loi pour permettre aux femmes d'être sur la parité, oui. Est-ce que ça vous a servi ou desservi finalement? Parce qu'on peut très bien dire que vous auriez pu y arriver sans une loi pour forcer ça, non? Pas du Je tout. te pose une question. Et d'ailleurs, tu sais pourquoi? Tellement que c'est... Regarde, dans la parité, et on regarde sur les scrutins de listes municipaux, régionaux et tout ça, tu regardes, évidemment, la deuxième personne, c'est une femme. Sauf si la première personne, c'est une femme. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que la deuxième, quand c'est un homme, c'est une femme. Bon, eh ben, tu remarqueras que bien souvent, la femme en deuxième position n'est pas la première adjointe. Voilà. Ce qui est assez rare lorsque c'est une femme qui est en première position et un homme en deuxième position, ça ne s'est vu nulle part que la deuxième personne de la liste ne soit pas le premier adjoint. Enfin, moi, ce que je constate, c'est qu'à Marseille, celui qui n'était pas en tête de liste, c'est Luc Guéméo. Hein, oui, mais ça n'a rien à voir. Bon, je voudrais dire... Madame Rubirola était malade. Je serai bref. Oui. Vous avez cité Ségolène Royal. Ségolène Royal, précisément, a été interrogée sur le cas Pécresse. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit que Pécresse, il ne faut pas que Pécresse soit raconte l'histoire, ce n'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle est critiquée, c'est parce que son meeting était nul. Bien. Ségolène Royal. Bon. Bien. Deuxièmement, pour aller sur le fond, Pécresse, pour pouvoir rattraper les gens qui vont, certains, vers Macron d'ailleurs, bon, parce qu'il n'y a pas plus que l'épaisseur d'un papier à cigarette entre le programme de Fillon, d'abord qu'elle reprend, le programme extrêmement ultralibéral de Fillon, et Macron. Mais et puis aussi une partie de son électorat qui file vers Zemmour et Le Pen. Donc elle a extrême droitisé son discours, notamment en utilisant une expression qui est très contestée par Zemmour, le concept. C'est pas une expression, c'est un concept. L'idée de grand remplacement. Et que, qui est le fond commun de tous les néofascistes, aussi bien au Canada qu'aux États-Unis et qu'en Europe. Michel, tu peux expliquer, s'il te plaît, c'est important. Le grand remplacement, oui. Mais je vous laisse l'occasion d'expliquer. Alors, Maître Senseo, peut-être, qui ne s'est pas encore exprimé sur ça. Le problème. Sur quoi vous parlez? De quoi? Du sexisme, de Pécresse? De tout. Tu réponds à tout ce que tu veux. Oui, parce qu'on a dit beaucoup de choses, en fait. Oui, deux remarques. S'agissant de Pécresse, oui, bon, effectivement, s'agissant du meeting, moi, ce qui me choque dans Pécresse, bon, effectivement, elle n'a pas l'attitude, elle ne sait pas faire, elle sait faire autre chose, bien sûr, c'est une femme compétente au niveau de la gestion de sa région, mais ce qui me choque, c'est son discours. Son discours n'est pas clair, n'est-ce pas? Il n'est pas clair du tout. Et lorsque Catherine Conconne a réagi, il y avait de quoi réagir, absolument, ok, d'accord. Ce qui a mis, bien sûr, la maire de Saint-Esprit dans une situation difficile, que j'aime bien. Ça a créé un cancan. Bon, alors le sexisme, le problème que vous avez évoqué, que j'écoute avec beaucoup d'intérêt, effectivement. Oui, il y a une évolution, que tu le veuilles ou non. J'ai dit qu'il y avait une évolution. Une évolution que, si elle se poursuit, elle risque de mettre en valeur beaucoup de valeurs fondamentales qui sous-tendent la société. Mais de façon très large. Il ne faut pas confondre égalité-parité. Je ne parle pas de la loi, je parle de la parité. Sexisme, bon, il y a des différences entre un homme et une femme, c'est évident. Il y a des différences, ok? Donc, une égalité parfaite, c'est pas possible. Par contre, mais j'ai pas dit, c'est croyable ça. Une égalité parfaite n'est pas possible, il y a des différences. Mais la parité, oui, c'est-à-dire pour égalité dans la différence, okay? Faire en sorte que chacun ait la même valeur au niveau de l'organisation sociale. Mais l'égalité pure et simple risque d'aboutir à des catastrophes majeures au niveau de l'organisation sociétale et sociale. On pourra développer ça par la suite. Okay? Mais
tu te fâches lorsqu'il dit il y a une évolution, il y a un progrès, mais il y a un progrès. Je lui dis moi-même qu'il y a un progrès. Je dis juste qu'il ne faut pas nier. Quand il a parlé d'évolution et de progrès, tu as dit, ah oui, mais la discrimination existe encore. Effectivement, il y a encore un peu. Mais prends la deuxième partie que j'ai moi-même. Bien sûr. D'accord. Enfin, vous il y aurait un sujet sur la discrimination. Tout à fait. C'est quoi la discrimination? On va faire le sujet. Il y a plusieurs façons de discriminer. Ça serait bien. Oui, tout à fait. C'est de gérer les choses de façon différente. Enfin, on va y revenir. J'arrête là. Mais c'est un sujet intéressant. Écoutez, si maintenant il n'est pas possible de critiquer Mme Le Pen et Mme Pécresse pour leur position droitière, sous peine de se faire traiter de sexiste. Non, mais c'est pas ce qu'on a dit, Michel. C'est pas ça. Non, en réalité, je reviens sur ce que j'ai dit. Mme Pécresse a été critiquée à cause du fond de son discours. Alors, c'est normal. Et c'est ça son problème. Et sa position politique sur l'échiquier politique français est une position difficile. Parce que, d'ailleurs, ça aurait été un peu la même chose pour un autre candidat masculin de droite. Barnier ou je ne sais pas lequel. Bon, par conséquent, parce que leur programme, on voit beaucoup d'Armanez, c'est un ancien de LR. Bon, l'ancien Premier ministre, Philippe. Bon, c'est un ancien de LR. Par conséquent, la politique même, l'inspiration idéologique de la politique de Macron, est une inspiration. Il y a un sondage d'ailleurs qui a montré que 72% classent Macron à droite. Par conséquent, le problème politique du candidat LR, qu'il soit masculin ou féminin, c'est de se distinguer de celui qu'elle désigne comme étant son principal adversaire. Et en plus... Et cette distinction-là ne peut se faire que sur la marge d'extrême droite. Et elle est obligée à ce moment-là Et en plus, il y a 40% des adhérents LR qui ont quand même voté pour Ciotti. Donc, le parti, les Républicains, ça illustre le phénomène d'extrême droitisation dans l'ensemble du champ politique français. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Juste pour parler, alors, parce que si on discute d'autre chose, ça s'appelle manquer un éléphant dans un couloir. Bon, pour discuter de la base qui était de ta question meeting critiqué. Le meeting avait de quoi être critiqué. Parce que en effet, le scénario qui avait été décidé pour ce meeting était un scénario de comédie. Donc il y a eu les premières choses, elle s'est comparée à un Jedi, donc la guerre des étoiles, des choses comme ça. Puis il y avait un discours très saccadé où elle scandait des choses, elle faisait des arrêts en attendant que tout le monde applaudisse. Donc le truc, en fait, il y avait plus d'applaudissements que d'engagement. Les propositions n'étaient pas évoquées. C'était en fait une mauvaise mise en scène. Voilà. Non mais on parle moi je parle là du meeting. Tout à l'heure on a parlé du tweet de Sandrine Rousseau et je l'ai commenté. Bon, donc j'ai fait deux choses différentes. Et ne t'inquiète pas, tu me trouveras, et tu le sais très bien, ne faisons pas semblant, tu me trouveras sur la critique de l'extrême droite, tu me trouveras sur la critique de Marine Le Pen, de Zemmour, de Pécresse. Ne faisons pas croire le contraire à qui que ce soit. Alors, puisqu'on parle de ça... Heureusement que je l'ai dit quand même. Non, pas du tout. Non, il faut qu'on soit... Non, sur ça, par contre, non. Heureusement que j'ai réorienté le débat. S'il vous plaît. J'aurais aimé avoir votre avis sur lorsqu'on dit à Zemmour, lorsque Faure, d'ailleurs, c'est ton... Oui, c'est le socialiste, je crois. Oui. Donc, on l'a Faure. Olivier Faure. Ah oui, d'accord. Lorsqu'il a dit... Est-ce que c'est lui qui a dit ça? Mais on l'a traité... Non, c'est pas lui. C'est Jadot qui a dit ça, excuse-moi. Merci. C'est Jadot, le juif de service. Le juif de service. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce n'est pas correct. Comme on dit... Ce n'est pas admissible. Comme on dit, le juif de service, l'arabe de service, c'est cela. Ce n'est pas admissible. C'est pas parce que... Cela dit, il y a bien eu au parti de Le Pen un acte de service quand même. Hein, bon. Oui, mais c'est pas... C'est pas admissible de le dire comme ça. On ne qualifie pas les gens. Ça, venant de Jadot, je pense que ça a surpris beaucoup de personnes. Je l'ai dit, et je le pense sincèrement, la violence avec laquelle, et c'est ça qui est dit depuis tout à l'heure, c'est moi ce que j'exprime, la violence avec laquelle aujourd'hui on arrive à qualifier des gens, et là je ne parle pas de leurs idées, mais des personnes humaines. On peut ne pas être d'accord, il faut quand même qu'on arrive à réutiliser des termes
elle a eu par exemple un mauvais meeting, on dit, mon Dieu, le meeting a été d'une piètre qualité, aucune proposition, ses qualités verbales ou de tribun ont été nulles. D'accord. Alors, est-ce que de manière générale, le niveau de la campagne n'est pas... Très bas. Il est très bas, ce niveau, quand même. Et très, très, très agressif. Lorsque j'écoute ça, je ne sais pas. Tout à fait. Il est très bas, c'est un point de vue, il est très bas, parce qu'il y a 4 candidats qui sont dans un mouchoir de poche. Enfin, 3 candidats, plus un futur candidat déclaré, qui sont dans un mouchoir de poche et qui ne se sont pas encore, qui n'ont pas encore marqué véritablement leur territoire. Zemmour, Le Pen sont à l'extrême droite. Madame Pécresse, pour avoir eu le soutien de Ciotti, essaie de gagner sur ses marges de droite, et parce qu'elle sait que M. Macron est, pour l'instant pas candidat, mais est bien assis dans le centre droit. Donc, tout ça fait qu'il y a des discours qui veulent manquer du point de vue de la communication. Et on oublie le fond, on oublie les idées pour essayer de faire passer des choses violentes. C'est mon point de vue. Maintenant, j'entends le candidat Roussel, je le trouve pétillant, je le trouve d'une fraîcheur intéressante. J'ai entendu M. Mélenchon, bon, alors lui, c'est un maestro, il a le ministère de la parole, je bois ses paroles à chaque fois, il est bouillant aussi. J'ai écouté Mme Hidalgo. Il est cultivé. Mme Hidalgo, elle défend ses positions avec une régularité qui lui fait honneur, et ce sont des personnes qui sont mues davantage par des courants d'idées plutôt que par la volonté de vouloir communiquer. Parce que la communication, en fait, elle a un souci, c'est qu'elle est agressive. Elle est agressive pour être percutante. Qui La communication. La communication, d'accord. Oui. En fait, on s'est rendu compte là, qu'une grande partie de la pré-campagne, jusqu'à maintenant, est occupée sur des terrains très particuliers, l'immigration, qui ne faisait pas partie des priorités des Français, de la sécurité. Rien sur la pauvreté, rien sur l'emploi, rien sur la qualité de vie. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi ce qui fait le succès aujourd'hui de Roussel. C'est-à-dire que les gens recommencent à réfléchir un peu et à se dire, c'est ce qui fait qu'on a peut-être espoir que la gauche, dans son ensemble, remonte. C'est-à-dire que une fois que les gens auront fini de se haïr et de haïr l'autre et de considérer que c'est l'autre qui est le sujet de tous ces problèmes, eh ben peut-être qu'ils vont réécouter des personnes qui sont de nature à venir leur proposer des choses qui vont changer leur vie. C'est pas parce que je vais te détester que ça va améliorer ma vie. Or, pour l'instant, un certain nombre de candidats, dont Valérie Pécresse qui a utilisé ce terme de grand remplacement, on ne l'a pas expliqué, mais le grand remplacement, c'est cette théorie de Camus qui veut faire croire donc que les Français blancs vont être remplacés, parce qu'on est en France, donc les Français blancs vont être remplacés par des vagues d'immigration, tout ça. Ces théories-là, quand elle les utilise, c'est fort de conséquences politiquement quand Valérie Pécresse dit ça, parce que la droite à laquelle elle appartient est une droite républicaine à laquelle d'ailleurs on a prêté, notamment par Chirac, une affection malgré tout pour l'altérité et pas de racisme. Or là, sauf quand il a parlé des odeurs, mais là on a affaire en effet, comme le disaient Michel et Charles, à des théories qui aujourd'hui, pour essayer d'aller gratter vers ceux qui ont le plus de chiffres, pour essayer d'aller gratter sur Zemmour, pour essayer d'aller gratter sur Le Pen, on a affaire à des théories d'extrême droite. Alors, quand Ségolène Royal conseille de voter pour Mélenchon et demande à Hidalgo de se retirer, ancienne candidate socialiste à la présidentielle, qu'est-ce que vous pensez de ça? Elle est passée de Macron à Mélenchon. En 2017, elle appelait à voter Macron. Ça, c'est bien ça. En 2021, elle appelait à voter Mélenchon. C'est pas typiquement féminin, ça? Non. Oui, bien sûr, oui, c'est l'hystérie. Non, je pose la question. Bien sûr. Non, bien tu sûr. penses pas? Oui, bien sûr. Non, parce que... une petite taquinerie. Il ne faut pas prendre ça. Il est certain que ça ne me surprend pas de la part de Ségolène Royal, dont les convictions socialistes m'ont toujours paru suspectes. Ah bon? À ce point? Suspectes, oui. D'ailleurs, nous n'avons pas voté pour elle lorsqu'elle s'est présentée, parce que... C'est vous qui lui avez fait faire... Parce que à l'intérieur même de sa formation, elle représentait, disons, en gros, l'aile droite du Parti socialiste. OK? Bon.
Mais le fait Mais c'est quand même le père de ses enfants qui était président, qui était premier secrétaire du Parti socialiste, oui, qui l'a boycotté. Ça, c'est un autre problème. Je pense que ces deux personnalités socialistes quand même différentes dans la démarche, dans le comportement. Hein, même s'il y a des points communs, bien sûr. Ouais. Bon, mais ceci dit, bon. Non, ce que je veux dire, pour aller directement au but, le vote utile, c'est une manière de gommer le fait qu'il y a des différences dans la gauche et de gommer la démocratie. Or, la démocratie veut que ce soit pour une élection municipale, que ce soit pour une élection territoriale, qu'au premier tour, on vote pour le courant politique qui représente le plus vos convictions. Et puis, au second tour, On élimine. on élimine. Au premier tour, on choisit. Au second tour, on élimine. Et on choisit comment, Michel? On choisit en fonction du programme. De ses convictions. On choisit. Attends, le programme, comment on l'a, en fait? Il faut le lire, le programme. Oui, il faut le lire. D'accord. Et tu puis- connais beaucoup de personnes qui lisent les programmes, Michel? Alors, aujourd'hui, les gens votent pour la tête de quelqu'un. Je te réponds. Je te parle pas de toi. Je te parle pas de Peut-être qu'il toi. faut arriver à changer avec des méthodes nouvelles. Je profiter pour faire la fête plus haut. Mais Simon, non, pas jouer. Bon, en tout cas, le programme, on peut le lire, mais aussi, c'est là qu'on parlait tout à l'heure de la qualité du candidat de pouvoir exprimer son programme dans une forme qui soit Mais oui. compréhensible. Mais oui. Tout à l'heure, tu parlais de Roussel. On lui a fait un procès parce qu'il a parlé de la bonne chair, de la viande, etc. Bon. Et puis ça s'est retourné contre les procureurs, parce qu'on s'est rendu compte qu'il défendait La gastronomie. alors il a dit, mais est-ce que mon problème, c'est pas de savoir si je mange de la viande, mais le problème, est-ce que j'ai de l'argent pour acheter de la viande? Bon. Et donc il a retourné ça sur la question du pouvoir d'achat. Ouais. Bon. Par conséquent, mais ça c'est bon, il a voulu démolir la théorie il faut du faire tourner un ruissellement. peu la parole. Ils ont besoin de parler aussi, Alors, Michel. le ruissellement, c'est la théorie de Macron. Il faut qu'il y ait des gens très riches pour que les pauvres puissent en bénéficier. Bon, eh bien, lui, il a dit qu'il invente que une tout le autre monde théorie, la théorie du roussellement. C'est-à-dire de remonter les niveaux de salaire et des retraites qui sont bas pour permettre aux classes populaires d'avoir un pouvoir d'achat correct. Alors, pour parler des candidats Donc, toujours en c'est les France, qualités du candidat. il y a Taubira qui est lâché par le parti, le POG, c'est ça? Le Parti radical de gauche. Est-ce qu'elle va tenir longtemps encore C'est compliqué. Parce qu'elle n'a déjà pas les C'est signatures. compliqué, mais sa consultation, là, était déjà mal partie. Vous ne pouvez pas appeler à une consultation populaire en vous mettant dans cette consultation et en désignant des concurrents potentiels qui ne veulent pas y être. Enfin, je veux dire, moralement, il y a un petit souci. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Taubira, Christian Taubira. C'est quelqu'un de remarquable. Mais la démarche en elle-même me gêne. Et puis, deuxième élément, les autres candidats ne se sont pas laissés faire et ont dit non. Alors, le PAG là, vient de dire que c'était une démarche qui se voulait unitaire. Elle est tout sauf unitaire. Voilà. Ouais. C'est ça la réalité. Voilà. Alors, est-ce que la gauche va se mettre en ordre de bataille derrière Mélenchon, par exemple? Mais je tiens quand même à dire, pour sa défense, Taubira. Christiane Taubira, c'est pas elle qui a lancé la primaire populaire, donc c'est pas elle qui a appelé à la primaire populaire, c'est des citoyens, c'est une démarche citoyenne qui a été lancée. Citoyen. Mais non, mais il faut qu'on soit... Oui, Ce sont des sous-marins. Non, c'est une démarche des sous-marins de Taubira. Bon, il y a 450 000 personnes, donc elle aurait dû du coup être un peu plus renforcée s'il y avait 450 000 sous-marins. Donc je pense qu'il faut, il y a une démarche citoyenne, il y a des gens qui ont cru, et d'ailleurs il y a dans chacun de nos programmes parfois, il y a cette envie de faire participer davantage le citoyen à la vie politique, aux décisions, et en l'occurrence c'était une démarche citoyenne. Ce qui pose évidemment problème, c'est ce que Charles a évoqué. À partir du moment où de toute façon l'objectif premier est de faire sortir d'un panel de personnes qualifiées
de faire sortir un seul candidat et que les personnes qui sont mises dans la liste ne souhaitent pas ou n'y sont plus ou ne vont pas respecter l'objectif final, la démarche, en effet, se trouve contredite par elle-même. Dès le premier moment, si vous avez 7 candidats à qui vous dites écoutez, celui qui va sortir premier va être l'unique candidat. S'il y en a 5 déjà qui vous disent non, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas suivre votre truc, la démarche n'a plus de sens. Donc, en fait, le problème de la primaire citoyenne, c'est que ça a fait de Christiane Taubira une candidate supplémentaire à gauche. Voilà. Le problème également, c'est que moi, je pense que la primaire est probablement du coup arrivée beaucoup trop tard parce que se déclarer 1 mois et demi avant la remise des parrainages et des marrainages, c'est quand même un peu tard. Et pour faire un programme également, et on a vu qu'elle était en difficulté sur la partie programmatique lorsqu'elle a été interrogée sur les questions de logement et tout ça. Donc en tout cas, elle n'est pas en bonne posture. Et je dirais aussi, et ça c'est peut-être le plus triste, parce que c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a parfois, et c'est ce qui peut être surprenant pour les politiques, une différence entre ce qui est souhaité et puis finalement le résultat. Parce qu'il y a plein de gens qui ont voulu qu'elle se présente, et maintenant qu'elle s'est présentée, il y a bien beaucoup moins de gens qui sont mobilisés. J'ai eu quelqu'un du PRG, un ami du PRG cet après-midi, qui me disait, il y a un comité de plus de 6000 personnes sur ma région, et nous nous sommes retrouvés à 10 à tracter pour Taubira. Bien. Maître Saint-Cyr, qu'est-ce que tu penses de tout ça? La démarche citoyenne, moi je trouve que c'est une initiative extrêmement intéressante. Qui, à mon avis, ce type de procédure a de l'avenir et pourra peut-être à un moment donné faire en sorte que la démocratie soit mieux, n'est-ce pas, appréciée. Même pour le parrainage, par exemple, on pourrait dire qu'il faut un certain nombre de personnes, citoyennes qui... C'est une démarche qui commence. Ça m'a plu au départ. Effectivement, je trouvais ça très intéressant. Mais malheureusement, c'est parti beaucoup trop tard. Et puis, mince, tel que c'est présenté, il n'y a même pas de projet, et tel que c'est présenté, inviter les autres qui sont déjà partis, n'est-ce pas, au combat, je ne vois vraiment pas le résultat. Je me demande comment Taubira, elle a pu aller dans cette démarche. C'était une impasse. C'était obligatoirement une impasse. Tu penses? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense sincèrement, quand on vous avez. Poussé, je pense. Non, mais il y avait quand même des gens. Moi, ils m'ont appelé d'ailleurs. Il y avait quand même un super gros comité pour Christiane Taubira. La dame est harcelée depuis 2017, d'accord. Et tout le monde lui dit vas-y. Moi, je pense qu'elle a répondu éventuellement à cet appel qui lui avait été fait trop tard. Peut-être que ça a découragé aussi certaines personnes parce que pendant longtemps, elle a dit non. Alors, on va parler le dernier sujet parce que Grégory nous a déjà fait comprendre qu'il est l'heure. On va parler, et tu parleras en dernier, la dernière. Encore, tu vois, non, tu sais même pas de quoi je parle. Si, je sais. Si, je sais. La visite de la candidate PS au présidentiel, Anne Hidalgo. Alors, je ne sais pas si il faut mettre toujours la candidate du PS. Je ne sais pas si elle a jeté l'éponge ou si elle est toujours. Et elle est toujours. Oui. Très bien, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames, messieurs? Madame parlera en dernier. La visite de Madame Taubira ici. De Madame Hidalgo, pardon. Donc, moi, j'ai trouvé les... je l'ai trouvé, je l'ai écouté notamment sur Radio Caraïbe un matin face à... Jean-Marc Pulvar. Je l'ai trouvé intéressante. Elle avait un discours de gauche. Bon. Un discours de gauche que le Parti socialiste, malheureusement, avait abandonné. Bon, d'une part. Okay. Et d'autre part, je ne vais pas aller plus loin, elle a évoqué les grands problèmes de la Martinique. Nous avons dit tout à l'heure que la question de l'eau, c'est quelque chose qui est hors de portée d'une collectivité territoriale. Eh bien, elle a évoqué ces problèmes. Elle a évoqué les problèmes des déchets. Les sargasses aussi. Les sargasses. Bon. Le chlordécone. Bon. La seule reproche, vous allez lire ça dans Justice, la seule chose, elle a parlé de respect, elle a critiqué le non-respect des collectivités locales par Macron. Pendant une bonne partie de sa mandature, Macron n'a pas respecté les collectivités locales. C'est qu'à la fin, qu'on s'est rendu compte que, bon, en particulier, nous l'avons vécu, notamment en tant que CTM, vis-à-vis
des régions, puisque la CTM est considérée comme une région. Ce sont les Gilets jaunes qui lui ont fait prendre conscience de la nécessité de se rapprocher Effectivement, tu as raison, voilà. de se rapprocher. Il a redécouvert qu'il y avait des maires en France, tout à fait. Et qu'il y avait un maillage démocratique. Absolument. Bon. Michel, on n'a pas beaucoup de temps, donc... Voilà. Mais je voulais terminer là-dessus. Par contre, concernant l'outre-mer, elle n'a toujours pas compris la question de l'autonomie. Maître. Oui, moi je l'ai trouvé très, très, très sympathique. Effectivement, elle a un discours, n'est-ce pas, qui plaît. Effectivement, elle examine tous les problèmes de façon tout à fait raisonnable. Mais je ne comprends pas pourquoi elle patine. Elle n'imprime pas. Elle patine. Mais pour terminer, j'ai une question à poser. Il m'a semblé apercevoir le dimanche, n'est-ce pas, à l'aéroport, une personne à ses côtés, très bien cette personne, un foulard, n'est-ce pas, déposé. Une très belle femme, oui, c'est vrai. Je l'ai remarqué aussi. J'ai remarqué, ouais. Et je me pose des questions, parce que celle qu'on a vue à l'aéroport, elle ne parlait pas du tout. Et peut-être que... Je trouve qu'elle ressemble un peu à une autre que nous avons parmi nous, mais... Là, celle-là parle. J'espère que tu vas me laisser le temps de Mais répondre. oui, je vais faire amitié à Béatrice, il n'y a pas être... Elle était à l'aéroport. Oui. Juste une phrase Très pour élégant, dire que très j'ai trouvé que élégant. Mme Hidalgo connaissait ses dossiers concernant le local. Et moi, j'ai trouvé que c'était bien parce qu'elle connaît ses dossiers. C'est toi qui as préparé les dossiers, Béatrice, pour Mme Hidalgo, pour la Martinique? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'espère bien. Pas... Non, mais alors, oui, j'ai parlé. J'ai parlé à la presse d'ailleurs qui m'a interviewé, donc j'ai parlé, mais c'est vrai que je ne mets pas ma robe jaune et mon châle, voilà, sur le plateau. Je te ferai ce plaisir-là un jour, si ça peut te plaire, de me voir en jaune. Voilà. Globalement, bon, ça globalement, écoute, non, parce que c'est ce qu'il a vu, ça lui a plu la robe jaune. Voilà. Je crois que ce que cette visite a permis à Anne Hidalgo en 2 jours quasiment, c'est de faire valoir déjà la parole socialiste. Oui, qui a un temps avec les valses et la pensée socialiste qui avait été abîmée par la loi travail, le CICE et tout ça, et un sentiment de trahison évidemment sur ces mesures-là spécifiques, même si par ailleurs d'ailleurs il y avait eu des belles avancées sur d'autres sujets, et revenir sur les fondamentaux que sont la lutte contre les inégalités, la lutte contre la précarité, le service public, le travail, la dignité, la vie chère était très important. Et je crois que sur ça, elle s'est fait entendre, en tout cas ici, et la difficulté pour les candidats de gauche, et tout à l'heure Michel en a parlé, c'est qu'il y a aujourd'hui des médias qui ne montrent que les gens de droite, et qui ne permettent pas de porter le propos de gauche. Et ce qui va peut-être changer la donne, et c'est pour ça que je dis que la gauche va peut-être remonter parce que les gens vont être obligés d'être plus attentifs, c'est qu'une fois que la campagne sera lancée, il y aura une répartition du coup égalitaire, pas équitable. En ce moment, c'est équitable. Là, ça sera égalitaire du temps de parole. Et de fait, que le président, parce qu'on l'a vu sur certaines chaînes, par exemple comme C8, CNews et tout ça, eh ben, le temps de parole, on s'est rendu compte qu'en 1 an, le temps de parole a été donné essentiellement à l'extrême droite, même chez Hanouna, essentiellement à l'extrême droite et à la droite. Et à Macron, la droite Macron. Bon, et que la gauche a eu peut-être, la gauche dans son entier, n'a eu peut-être que 12% de temps de parole. Comment voulez-vous que les idées essentielles qui viennent toucher la vie des gens et dont parle la gauche puissent être portées, puissent être comprises, puissent être intégrées par les gens? C'est pas possible. Donc je pense que cette visite a eu cela, et on a un très beau programme, on a une belle candidate, et je crois qu'il faut, oui, peut-être trouver des nouveaux moyens, des modes un peu 2.0, des réseaux sociaux, des petits clips et tout ça, pour faire passer les programmes pour qu'ils soient mieux compris. Je ne vais pas être négatif, mais si Hidalgo n'y va pas, à ton avis, vers qui elle va demander de se tourner? Pour l'instant, il n'est pas question qu'elle n'y aille pas. D'accord, très bien. On n'a pas parlé de la perquisition SMTVD. Il y a tout un tas de soucis là en ce moment sur les déchets, les ordures. Ils ont changé de président. Et que la perquisition se fasse maintenant, bon, c'est sûr que ce n'est pas le nouveau président qui va être impacté.
Non, il vient d'arriver. Mais non, c'est pas lui. Mais les noms étaient sortis. Hein. Ah bon? Bah oui, il y a eu 2 perquisitions, il semblerait... il y a une procédure lancée. Oui, il y a une procédure qui est lancée, et ça n'est les noms étaient sortis par la presse. Il semblerait que l'ancien président ait été perquisitionné, qu'une cadre... La directrice, qui faisait partie d'une association. Voilà. Et son nom était déjà sorti également. Soyons prudents. Oui. L'affaire est en cours. L'affaire est en cours, mais s'il y a une affaire en cours, c'est qu'il y a des petits soucis qui ont été remarqués par la justice, tout de même. Mais le préfet avait écrit au président, à l'ancien président aussi. Non, l'ancien, il avait écrit surtout... Par les autorités. Il avait écrit aux membres du conseil d'administration, notamment, en déconseillant les membres du conseil d'administration de voter à nouveau pour le président. Ce qui le faisait d'ailleurs sortir de sa réserve. C'est un peu curieux. C'est très curieux. Si c'est exact, Oui, parce que s'il a écrit ça, c'est qu'il avait des biscuits. Non, mais c'est grave. Oui, mais c'est délicat quand même. C'était pas... Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Mais il n'avait pas des biscuits, il avait des acaries. Il a fait quand même plusieurs injonctions. Oui, c'est grave. Mais oui. Plusieurs injonctions à l'ancien président. Tout à fait. 1917. Ah, bon. Alors, Enfin, là, on parle de détournement de fonds, on parle d'enrichissement personnel. Là, je pense qu'il faut éviter de commenter les affaires. Non, il ne faut pas commenter ça. Voilà, on ne commente pas. Non. Mais par contre, on demandera à Charles le plan de relance 2022-2024 de la CTM. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots quand même? Eh bien, le plan de relance, a eu plusieurs thèmes. Premier, alors, Michel, s'il te plaît. Premier, non, c'est du tout. Alors, moi, je vais couper court rapidement au fait que, en disant simplement que, premièrement, la campagne est finie. Donc, si on fait un plan de relance, c'est qu'on a l'intention de le mettre en branle et on a l'intention de le mener. Hein. Donc, on ne fait pas un plan de relance pour conquérir des électeurs. Il est fini. La campagne est finie. Deuxième élément, il y a effectivement... Je vais vite, plusieurs domaines, notamment l'innovation sociale pour davantage de proximité dans l'action sociale, en sollicitant notamment les CCAS, les références sociaux. La relance démographique, c'est important, avec une politique de migration de retour, politique familiale, politique socio-éducative, construction de crèches, etc. Je vais vite puisque tu m'as dit que la lumière est allumée. La culture, valorisation de notre patrimoine pour redonner un petit peu de fierté à ce territoire, avec des centres culturels de proximité, avec du patrimoine mémorial qui soit attribué à nos héros, à nous, et notamment anticoloniaux, un musée d'art contemporain, la volonté de rendre davantage d'autonomie alimentaire avec les marchés interrégionaux et la possibilité pour les producteurs d'aller directement distribuer auprès des consommateurs et ne pas passer par la grande distribution. Le numérique, tout passe par le numérique, et une volonté pour développer le numérique avec un écosystème numérique local qui permette davantage de réactivité, puis davantage de, j'ai envie de dire, de proximité auprès des usagers, une transition écologique aussi, avec performance énergétique des bâtiments publics, un mix énergétique qui... Il y a quelque chose sur le handicap ? Le handicap, absolument, le handicap de manière dans le domaine social, de manière à rendre les bâtiments plus accessibles et que la MMPH puisse accompagner davantage les personnes handicapées. Et il me manque quoi? Il me manque une volonté de transformer en profondeur l'économie. Alors ça ne se fera pas avec uniquement... En fait, c'est le programme, quoi. Mais c'est pas un programme. Bon, on peut dire... Non, mais c'est le programme de la CTM. C'est le programme de la campagne, mais cette fois-ci avec un document plus cadré et avec davantage de précision. Voilà, exactement. Maintenant, Michel rigole dans la mesure où, depuis la dernière fois, il me dit, mais les chiffres. Bon. Alors, sur le numérique, par exemple, Michel ne va pas rigoler parce que ce qui était prévu pour faire en numérique avec l'ancienne équipe, ça n'a pas été fait. Là. Apparemment, tout démarre presque à zéro, d'après ce que j'ai entendu. Pas du tout. Pas du tout. Bon. En tout cas, surtout avec la pandémie, on avait besoin de... Mais oui. Bon. Et on est nuls sur le numérique. Et la pandémie, le manque de bande passante a montré cruellement les défaillances du point de vue de la connexion, notamment des élèves et des étudiants. Il faut que ce soit c'est un chantier qui sera mené tambour battant, oui. Oui, Michel, ce ne serait pas élégant que tu ne puisses pas répondre quand même. Oui, alors, on a dépassé. Que la Martinique ait besoin... Après, d'abord, près de 2 ans, et notamment l'année 2021, on a eu, à partir de juin-juillet,
un couvre-feu et un confinement et une chute de l'économie, on n'a pas encore les chiffres. Mais enfin, l'année précédente, on avait une chute quand même de 3,5% du PIB. Non, mais Michel, on a fini sur le plan de relance. Qu'est-ce que ça... Alors, sur le plan, je dis que on a besoin d'un plan de relance. Bon, le problème, c'est que j'ai là un catalogue de tous les problèmes de la Martinique. Alors, si vous voulez savoir quels sont les problèmes de la Martinique, vous lisez ce document. Seulement le problème, ce n'est pas un plan. Un plan de relance, c'est des actions avec des financements et des personnes, des institutions qui mènent ces actions. Nous avions fait, nous, un plan de relance-refondation qui désignait les financements pour les actions, qui désignait les organismes qui devaient piloter l'action, qui désignait les financements complémentaires, notamment européens, États, etc. Bon, là, rien. On nous donne une enveloppe, on nous dit c'est 500 millions qui vont provoquer 1 milliard. Voilà, c'est tout. Bien. Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. Le débat doit être ouvert. Ben oui, bien sûr. Ah non, mais bien sûr. Non, mais attends. Il y a des tas de questions qu'il faudrait poser. Clore le débat, c'est... Nous, on n'a même pas eu l'opportunité d'en parler. Moi, j'ai regardé, effectivement. Tu vas en parler, Béatrice. Les différents axes me plaisent énormément. Là, sur la formation, il n'y a rien de particulier de prévu. Écoute, j'ai vu la culture, là, le patrimoine, effectivement, c'est très important ça pour notre élément. Mais sur la formation, la formation, on va s'atteler. Donc, par l'intermédiaire de notre institut, là, on va s'y atteler sérieusement. Voilà, c'est le fer de lance. Hein. On est à nos affaires. Il y a des choses à faire. Bon, toute l'ingénierie à construire. Voilà, 27 ou 29 filières pour une centaine de formations. On était à 550 000 heures stagiaires, on essaie de passer à 950 000 cette année. Il y a un plan de communication qui est fait à la télévision, à la radio, avec volonté donc de monter en puissance. On est à notre tâche, voilà. Bien. Non. Ben, je crois que pour une fois, on a peut-être fait tout ce qu'on nous devait faire. Et donc, moi, j'en parlerai la fois prochaine. Tu parles. Ah, d'accord. Non, je demande. Vas-y, non, juste pour dire que c'est vrai qu'on a toujours cette impression, quand il y a des plans notamment, que c'est un appel à des grands schémas et tout ça. Moi, je crois que vraiment, pour avoir plus de visibilité, les plans, en effet, doivent probablement être chiffrés. Et puis, c'est surtout qu'on doit pouvoir identifier le nombre de personnes que le service public touche. Et pourquoi je vous ai parlé du handicap? Parce que tout à l'heure, on a parlé des étudiants. Être un étudiant, c'est presque être en situation de handicap. Être une personne âgée en Martinique, c'est presque être une personne en situation de handicap. Quand on est... Il y a un culte du validisme, en Martinique. Du validisme. On est valide, donc tout va bien. Et on ne pense pas au handicap, et on ne pense pas aux gens qui se retrouvent en difficulté. Et j'espère que ce plan sera de nature aussi à penser à ces personnes en situation de handicap et à faire des vraies mesures pour rendre la vie plus facile. C'est pas juste traiter des dossiers, c'est aller changer le quotidien des gens. Et pour ce qui est de la fibre, je le dis, on est mauvais. Vous avez été mauvais, Michel, il faut le dire. Les prix sont prohibitifs. Et en toute sincérité, aujourd'hui, pour de nombreuses familles, avoir une connexion Internet, c'est un luxe. Voilà. À 40 à 60 euros par mois, c'est un luxe. Et c'est inadmissible, surtout quand on sait que ce sont donc nos collectivités qui financent. Les plénières se déroulent difficilement, parce qu'il y a des collègues élus qui se plaignent et qui n'ont pas de connexion et qui ratent les débats et qui ne peuvent pas intervenir comme ils veulent. Tu avais mis un petit point, Sainte-Lucie. Je voulais simplement dire que Sainte-Lucie, c'est un pays qui m'est cher pour plusieurs raisons, mais que j'admire. Ils ont quand même eu 2 prix Nobel. Hein. Ils ont eu le prix Nobel d'Eric Walcott, c'était le prix Nobel de littérature. Et puis, ils ont eu aussi un monsieur qui s'appelait Arthur Lewis, qui était prix Nobel de l'économie en 1979 et qui était un économiste du développement. Tout à fait. Donc Sainte-Lucie, c'est un tout petit pays, mais vous voyez, avec 180 000 habitants, même pas 700 km². 680 km², mais moins que nous. Extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Je voudrais une petite précision sur Sainte-Lucie.
j'ai découvert que Sainte-Lucie, c'était le seul État qui portait un nom de femme. Oui. Tu ne le savais pas? Si. Mais c'est bien que tu le fasses remarquer. Je me cultive. Ah, c'est bien. Alors, je voulais tu vois qu'il y a de dire l'amélioration, je suis d'accord. je voulais dire que Ça va vite. C'est pour le 43e anniversaire. Hein, de Oui, la- c'est- de oui, l'indépendance. je voulais rebondir sur Arthur Lewis. J'ai découvert Arthur Lewis par l'intermédiaire de mon ami Jean Cusol. Ah oui, Jean Cusol, dans les Cahiers du CERAC, nous a fait découvrir l'économie du développement. Et Arthur Lewis démontrait que pour pouvoir développer un pays, il faut avoir les leviers du développement. Et malheureusement, c'est cet aspect des choses que mon ami a oublié. Voilà. En tout cas, j'ai reçu le avoir consul les de leviers du développement. Sainte-Lucie. J'ai reçu le consul de Sainte-Lucie cette semaine ici, à la télévision, pour parler de ça. Il y a un film que nous allons diffuser, un film de 2 heures sur Sainte-Lucie. Ils sont en train de faire la version française, puisque pour l'instant c'est en anglais. Et donc, je pense que d'ici le week-end prochain, si Dieu veut, on pourra diffuser ça. Et elle a expliqué un petit peu le nombre de batailles qu'il y a eu entre les Anglais et les Français pour avoir Sainte-Lucie. C'est parfait. Et j'ai aussi retenu que le litre de gazoil est à 0,86 là-bas, et ici il est à 1,60. Bon, c'est peut-être pas là que j'aurais dû dire ça, mais c'est vrai. Une petite... bon, pardon pour... T'as un bateau, toi. Ça n'a pas pour... Pourquoi tu parles de bateau? Je ne veux pas. Une précision qui peut paraître docte. Maintenant, tu as parlé du fait que Sainte-Lucie, c'était le seul pays qui avait un nom. Un seul État qui avait un nom de femme. Il y a un seul État qui a un nom de famille, c'est la famille Saoud, c'est l'Arabie Saoudite. Voilà. C'était la petite pointe. Bien, Charles, bien. Bon, eh ben, merci beaucoup à tous les quatre. Bonne émission, franchement. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Allez, des fois on a envie de continuer, mais on ne peut pas. Très bien. Merci beaucoup, maître. Merci à toi, Michel. Manu. Merci Charles. Merci Manu. Béatrice. Merci, Manu. Passez un excellent week-end et à très bientôt. Alors, je t'ai donné l'information, c'est pour ton bateau, que tu saches que tu vas aller faire le plein là-bas. Non, j'ai pas de bateau. C'est pour ça que je dis toi qui as été voir. Moi, je connais pas les prix. À bientôt sur Zouk Télévision. Bye bye. Au revoir. Les-